Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Première édition de cette semaine, première édition du mois de février 2026. Nous sommes justement le 2 février 2026. Le ministre de la Jeunesse était à Gari-Gombo, dans le département de la Bumba-Ngoko, région de l'Est, pour le lancement des festivités de la onzaine de la jeunesse. On salue toutes les dynamiques et sympathiques populations de Gari-Gombo avec le maire de cette localité. Et ce jour également, l'actualité est marquée par le dossier port autonome de Douala, l'affaire de scanning. La presse camerounaise en parle abondamment ce matin. Les réseaux sociaux s'en délectent. Les correspondances fusent d'un peu partout. Comment comprendre finalement cette situation quelques jours après le déclenchement de l'affaire du scanning du port autonome de Douala? On va proposer le scanner du scanning ce soir avec nos invités. Et puis l'actualité également, comme on dit au Cameroun, il n'y a pas un seul dossier par jour. Il y a le dossier Cabral-Libi qui a décidé de féliciter Issa Tiroma Bakari, deuxième à l'issue de la dernière élection présidentielle. Il y a aussi ce contrat de gré à gré qui fait le tour des réseaux sociaux pour l'acquisition des lampadaires à distribuer aux 360 communes du Cameroun. C'est en tout cas le dossier qui fait les choux gras, on va le dire ainsi, des réseaux sociaux ces dernières heures au Cameroun. Nos invités sont déjà installés. Accueillons avec tous les honneurs dus à son rang Sa Majesté Patrick Ondondo, chef traditionnel, un homme politique également, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je pourrais ajouter président national des associations des parents d'élèves et des enseignants. Président national. Oui, président national, et écrivain, enseignant de droit des lycées techniques, président de Génération Nouvelle. Donc, je crois que vous êtes trop servi, de casquettes. Vous êtes servi pour ça. Au Cameroun, il n'y a pas un seul président, personne qui n'est pas président. Si le nom président, ça me va bien. Président, tout le monde se retourne. Ça me va président, bien. Tout le monde se retourne. Oui, ça me va bien. Merci de m'accueillir. On a voulu vous avoir la semaine dernière, parce qu'on parlait justement des dérives morales dans les établissements scolaires. On se demandait où sont passés les APE. Vous n'avez rien à dire, rien à faire pour essayer de sauver l'école? Non, je disais, je voudrais d'abord profiter effectivement de cette question pour féliciter la jeunesse camerounaise, pour tout ce qu'elle fait pour le développement, n'est-ce pas, de notre propre pays. Les problèmes liés, n'est-ce pas, aux dérives morales, j'ai eu à le dire sur d'autres chaînes certainement concurrentes. J'ai établi 4 grilles de responsabilité pour les dérives que nous voyons chaque jour. On est parti effectivement de celle qu'on appelle Dragon, celle qui fumait, parce qu'elle a fait vraiment l'objet des choux gras et des intensifs. J'ai tout simplement invité les parents d'élèves, les enseignants, à comprendre que désormais l'éducation de l'enfant est tributaire de 4 paramètres. D'abord, l'éducation formelle, c'est-à-dire que c'est l'éducation à l'école, faite par les enseignants. C'est les enseignants qui sont responsables de l'éducation à l'école. L'éducation informelle, c'est l'éducation que nous avons à la maison. C'est les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants à la maison. Mais à cela s'ajoute, parce qu'il y a une modernité qui s'est imposée à nous, il y a la rue. La rue, lorsque l'enfant sort pour aller à l'école, il peut emprunter le taxi, il peut marcher à pied, et il rencontre un certain nombre, n'est-ce pas, de phénomènes, un certain nombre d'éléments qui influencent, qui impactent nécessairement son jugement, ses a priori, et il faut peut-être des posteriori pour que l'enfant connaisse qu'après l'expérience de telle ou telle chose, je peux adopter tel comportement. Donc, la rue influence également, impacte l'éducation de l'enfant. À côté de la rue, il y a également l'intention numérique, je l'ai également évoqué. Les réseaux sociaux, c'est une très grande source, d'appropriation d'un certain nombre d'éléments culturels et d'éléments éducatifs. Ça impacte également le comportement de l'enfant. Les réseaux sociaux, vous savez que les enfants sont capables effectivement de copier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, au vu de tout ce qui se passe, au vu des dérives que nous constatons, nous devons nous-mêmes, n'est-ce pas, faire savoir, n'est-ce pas, que l'éducation de l'enfant désormais
dépend, n'est-ce pas, de quatre grands-parents, dont les parents même, les enseignants, la rue et l'intention numérique. Et tout ça fait que notre responsabilité doit davantage être renforcée pour que l'éducation ne puisse pas, n'est-ce pas, arriver à des dérapages que nous connaissons. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas pour dire que les parents ne sont pas responsables de ce que les enfants font, mais c'est pour dire que les parents, les enseignants doivent faire attention, n'est-ce pas, à tout ce que la rue charrie comme éducation à l'enfant, à tout ce que les réseaux sociaux donnent impact dans l'éducation de l'enfant. Donc il faut faire attention à ça, il faut donc avoir une vue beaucoup plus globalisante et non, n'est-ce pas, des vues étriquées comme beaucoup le pensent. D'accord, merci beaucoup Monsieur le Président d'être là. François Semer, vous êtes un spécialiste des questions de développement des territoires. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir sympathique, bonsoir à tous les maires du Cameroun et particulièrement au maire Adamo Abdon qui est de la commune de Garoboulaye et celui de Gari-Gombo et tous ceux qui sont du côté de la région de l'Est où on lance la semaine. Merci Momori du côté de Gari-Gombo. La onzaine de la jeunesse est lancée de ce côté-là. Alors je voudrais aussi dire sympathique ou bien toutes mes admirations à ceux qui ont décidé dans la République de détruire le processus de décentralisation avec par exemple ce que nous venons de voir. Mais vous ne pouvez pas fêter qu'on vous propose des lampadaires à toutes les communes. Ce que nous venons de voir, Jean-Jacques, est du ressort de l'hyper-centralisation des pouvoirs et de la destruction ou bien de la déconstruction des communes ou bien du management territorial. Finalement, on n'avance pas. Hein? Donc, les 21 milliards consacrés pour 21 000 lampadaires, on est à peu près à 1 million par lampadaire. On a envie de comprendre où sont les priorités finalement, où est même le Mindevel dans toute cette histoire, parce que d'un coup, un matin on se lève, on trouve que c'est un autre ministre qui donne les brouettes et les pelles et les râteaux. Un autre matin, on vous dit non, c'est déjà le Minju qui ramasse les ordures et qui achète les balayeuses. Et un autre jour, vous vous retrouvez avec une situation où les lampadaires viennent de la présidence. D'accord, il y a donc cette lettre du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée à monsieur le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. Ils sont voisins là-bas à la présidence. L'objet, c'est demande d'une autorisation de passer un marché par la procédure de gré à gré. Faisant suite à votre correspondance ci-dessus référencée et relative à l'objet suivisé, j'ai l'honneur de vous notifier le très haut accord de monsieur le président de la République autorisant madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à passer par procédure de gré à gré à marché avec l'entreprise Suna Design relatif aux travaux de fourniture et d'installation de 21 500 lampadaires solaires dans 360 communes du Cameroun, phase 1. Il faut bien le préciser, pour un montant de 21,4 milliards de francs CFA, toutes taxes confondues. Vous voudrez bien rendre compte l'exécution de ces diligences pour la haute information du chef de l'État. Le courrier date du 28 janvier 2026, donc c'est un là. C'est dans l'actualité. Oui, c'est en cela, Jean-Jacques, que j'ai indiqué que quand vous voyez 360 communes, ça veut dire que sont exclus ici les 14 communautés urbaines. Et voyez-vous, quand on parle d'éclairage public, en principe, c'est d'abord les communautés urbaines. Si on devait parler en termes de priorité, c'est les communautés urbaines qui on fait le calcul, si on fait le calcul considéré. Mais si, parce qu'au niveau des deuxièmes zones ou bien au niveau des communes, les priorités ne sont pas toujours tout de suite à l'ordre de l'éclairage. Laissez-nous avoir nos lampadaires à du même temps et tout ça. Bon, maintenant, d'un autre côté, si nous prenons les 21 milliards par 360 communes, à l'heure, ou bien au deuxième mois de l'année, où nous savons tous que, comme nous avons l'habitude de l'indiquer, les mairies souffrent d'anorexie financière, on aurait dû faire 60 millions par commune pour aller peut-être impulser soit des micro-entreprises ou bien davantage dynamiser l'économie locale. Certaines communes sont bien avancées en termes d'éclairage public. Si on va ajouter la commune de Berthois, par exemple, que vous maîtrisez, la commune de la ville, est bien lancée dans le cadre du projet d'éclairage public. Qui a pensé ce projet et a imaginé que nos communes ont besoin
de cette dotation qui, même au niveau des prix, c'est déjà un problème. Ça veut dire qu'on aura 60 lampadaires par commune. 60 lampadaires ça sert à par rien. commune. C'est même pas utile. Et nous sommes au lendemain là, des donations du chef de Est-ce que l'État. les mairies de ville ont un territoire? Les mairies de ville, Est-ce qu'ils ont un territoire? ça c'est une autre préoccupation. Ouais, parce que Merci d'entrer par là, Joseph Boutouzé. Merci d'entrer par là. Est-ce que les communes de ville ont un territoire? Parce que si on donne aux communes d'arrondissement, forcément, ça fait tout Yaoundé. Voilà. Donc, il n'y a pas un territoire Non, pour la commune. C'est une précision utile. Jean-Jacques, il faut pas voir la chose sous ce prisme-là. Chaque commune a son territoire. Mais maintenant, si vous prenez, là, on a parlé des communes. Et les communes ne sont pas les communautés urbaines. Voilà, donc pourquoi tu veux Il y a une nuance. Pourquoi vous voulez en Mais maintenant, on a bien dit communes, les 360 les communes. 360 communes. Oui. Mais le problème, c'est que si on parle, quand on voit lampadaire, quand on voit éclairage public, ce qui ressort tout de suite, c'est les questions pour venir pallier à les difficultés liées à la sécurité publique. Et c'est plus récurrent au niveau des communautés urbaines, c'est-à-dire au niveau des villes, c'est-à-dire que mairies des villes. Donc, Parce que dans ces mairies de ville, il y a les mairies d'arrondissement qui, elles, ont un territoire. On sait que c'est Yaoundé 3, c'est Yaoundé 4, c'est Yaoundé 5, c'est Yaoundé 6. La commune, la ville n'a pas un territoire. Et c'est pour ça que je dis que vous pouvez donc retirer, même si vous faites ce calcul-là, vous allez donc retirer les communes qui sont les communes d'arrondissement, mais qui ne sont pas les communes au sens strict, mais c'est les communes d'arrondissement. Et maintenant, donc, vous allez rester donc avec les communes en elles-mêmes. Et en cela, il faut dire que c'est au lendemain d'une autre donation, qui est celle du chef de l'État. L'idée ici, c'était de dire que c'est pas pertinent cette donation. On aurait dû donner les ressources, on aurait dû attribuer des ressources aux collectivités pour elles-mêmes inscrire des activités qui sont à l'ordre de leurs priorités consignées dans leur budget et dans leur plan d'action. D'accord. Joseph Boutouzé était déjà entré dans l'émission. Bonsoir quand même. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Merci pour votre invitation. Alors le problème des Camerounais semble être d'abord la procédure de gré à gré. C'est vrai que ce n'est pas une nouveauté, ça existe au Cameroun, mais 21 500 lampadaires pour 21,4 milliards de francs CFA, tout calcul fait, un lampadaire pourrait se trouver au-delà de 950 000 francs CFA, c'est-à-dire de quoi éclairer tout le maintenant urbain. Avec le prix d'un lampadaire. Oui, vous donnez au maire de Doumentan 1 million, il vous met la lumière dans toute la vie. Oui, j'ai suivi mon prédécesseur syndien de ce qu'on a pensé rien qu'aux 360 communes. On a oublié les mairies de ville, donc ce qui tenait lieu de communauté urbaine. Je voudrais d'abord préciser que ces mairies de ville n'ont pas de territoire, n'ont pas de local. Parce que n'oubliez pas toujours qu'on parle du développement local. Et le mot local là renvoie à un territoire, à un espace bien délimité. Quand vous dites que voilà mon local. Local et localisé. Voilà, ça veut dire que c'est un endroit bien déterminé. Oui. Et chaque commune a donc un local qui doit développer. C'est pour ça qu'on donne le plan local. Et tous ces locaux de ces différents collectivités territoriales décentralisées ne se ressemblent pas. Le local dans une commune de l'extrême nord n'est pas le même local dans une commune du sud. D'abord sur le plan de l'environnement et tout. Donc on ne peut pas penser des politiques publiques de développement communes à toutes les communes. On ne va donc pas dire qu'on va importer des lampadaires pour distribuer aux communes. Parce que toutes les communes n'ont pas les mêmes besoins. Oui. Et je crois que lorsque le président de la République a pensé à la décentralisation, c'était pour que les besoins réels des populations pour lesquels l'État est souverain, parce que le rôle de l'État, c'est le bien-être des populations. Et les besoins de ces populations doivent venir du bas vers le haut. Parce que si à chaque fois l'État central doit penser de façon globale pour tout le monde, ça pose des problèmes. Si la mairie de Doumentan a besoin de lampadaires, sûrement la mairie de Kaélé a besoin d'autre chose. Oui. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Lorsqu'il y a eu à un moment donné une crise
comment on appelle la maladie qui donne la diarrhée là, choléra. Le choléra, oui. Dans l'extrême nord. Et puis on a suivi les commentaires, on a dit c'est parce que il n'y a pas de toilettes publiques adéquats, donc quand il y a la pluie, ça infeste les points d'eau et ça donne le choléra. Et puis depuis Yaoundé, ils ont donc décidé d'aller dans cette zone-là pour construire des toilettes modernes. Ils ont donc fait des toilettes modernes dans des familles et tout. Et après un an, lorsqu'il a fallu évaluer, on s'est rendu compte que toutes ces toilettes, comme c'était bien fait, il y avait des abris en parpaing avec de la tôle ondulée et tout. On s'est plutôt rendu compte que personne n'a utilisé ça comme toilette, mais les gens ont plutôt pris ça pour garder leur mine, leur maïs et tout ça. Oui, parce que c'était un bon magasin de stockage. Voilà. C'était là le vrai besoin. Donc leur vrai besoin, à ce moment-là, c'est comme un moment, quand il pleuvait, vous voyez leurs maisons qui sont dans des conditions qui ne sont pas très rassurantes, ça gâtait leur réserve. Donc vous voyez, c'est pour indiquer que lorsque vous voulez vraiment toucher les populations à la base, le mieux c'est d'aller au niveau des bénéficiaires. Parce que vous n'êtes pas les bénéficiaires d'un projet, mais vous le pensez au niveau de Yaoundé, ce n'est pas normal. Allez au niveau de la collectivité, demandez quels sont les problèmes réels. Si votre village a besoin d'une salle de classe et que la mienne en a, on ne peut pas dire qu'on va donner les salles de classe à tous les villages, par exemple, de la commune. Peut-être que chez moi, on a besoin d'autre chose que vous n'avez pas chez vous. Donc, c'est cette façon de faire là qui pose d'abord réellement un problème. Et maintenant, le coût. J'ai un ami qui fait dans les marchés publics, il est spécialisé dans l'éclairage. Et il m'a toujours dit que le marché le plus juteux, ce sont les marchés des éclairages publics. Donc, lorsque vous avez une lettre commande sur l'éclairage, il me dit que vous êtes gâté. Si en plus de ça, on sort des cadres de la mercuriale, parce que lorsque vous voyez qu'on demande les grès à grès, c'est qu'on ne veut plus respecter le mercuriel et tout. Oui. Et on les fixe. C'est comme des forfaits. Voilà, on les fixe. Et maintenant, comment vous pouvez penser qu'on donne à une entreprise la possibilité de mettre l'éclairage dans toutes les villes du Cameroun? Et les opérateurs économiques donc qui sont dans ces mairies-là, ils font donc comment? Voilà. Au lieu d'affecter donc des ressources pour que les marchés soient passés dans ces communes, pour que les populations de ces communes qui sont des opérateurs économiques puissent en bénéficier, on donne à un opérateur qui va faire pour l'ensemble du pays. Tu vois, donc toutes ces choses-là font en sorte que nous sommes là face à un réel problème de gouvernance et ça commence à faire un peu clou à chaque fois. Accueillons notre frère et ami qui est en même temps facilitateur, conciliateur, médiateur, expert criminel. Expert criminel, beaucoup de casquettes en tout cas. Maître Ngoudivagne Achou, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jacques Zé. Je remercie Info TV, je remercie tous les co-pénalistes. Vraiment, on est ici pour parler des choses pertinentes de la République. Oui. Par exemple, vous avez parlé des lampadaires. Vous voyez la roue des soies. Allez maintenant, si vous allez voir encore une lumière. On a mis les lampadaires de Ngousso Soie. Jusqu'à aujourd'hui, allez voir. On disait qu'on a donné ces marchés-là à 4 milliards. Tout est gâté, tout. Les voitures. Donc, pour vous dire, comme mon frère vient de dire à côté, vous voyez, chaque commune a son difficulté, chaque commune a ce que la population a besoin. Par exemple, si vous partez chez moi, à Santa, ce que la population veut, ce n'est pas la lumière, parce que vous voyez les trucs des panneaux solaires là. C'est un truc déjà moins cher, les 30 000, vous avez ça. C'est partout, que tout le monde. Les populations ont besoin de quelque chose de concret. C'est pour ça que le chef d'État, il a dit décentralisation. Ça me dit que la décentralisation n'est pas effective. Parce que quand vous voyez, c'est les maires, on a dit que c'est les maires qui devaient conduire tous les projets. Mais pourquoi que le Yaoundé décide? Chaque mairie devait prendre sa responsabilité. Parce que quand vous voyez, par exemple, il y a les mairies que vous partez, les gens ont besoin des tôles pour les classes. Les jeunes ont besoin des centres multimédia parce qu'ils viennent pour les recherches. Par exemple, quand vous partez, j'étais dans ma commune à Santa,
Vous voyez, le problème des lumières même, ce n'est pas un problème. Parce que on a développé, le maire de chez moi a développé un système. On est venu lui ajouter 60. Non, ça je vais vous dire quelque chose. Non. Chaque mairie a ses spécificités. Chaque mairie a ses problèmes. Donc on ne va pas venir imposer. Allez donner cet argent-là. Partager cet argent-là. Dans les 300. Les maires vont connaître les projets, mettre en place pour le bénéfice. Parce que l'État est là pour le bien-être de la population. Ce n'est pas... Parce que souvent, les gens disent la route. Si la route passe, mais la population ne vit pas. La population ne mange pas, ça ne sert à rien. Donc la vie, le développement, c'est récent. Le développement, c'est récent. Vous voyez, les mains sont là, les mains pleurent. Parce qu'on les a attachés les mains. C'est comment que vous attachez une chèvre, vous donnez le chèvre à quelqu'un, vous attachez la corde. Je veux vous dire, il faut qu'on arrête ces cacophonies au Cameroun. Parce que, quand il dit, vraiment, nous tous on dépassé parce que vous prenez un marché. Il faut parler le français qui est facile. Oui. Je dis cacophonie là. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez les jeunes, vous voyez les gens, chez moi par exemple, vous voyez les gars ont besoin des engrais pour les champs. Par exemple, il y a les gens, ils ont besoin, chaque commune connaît ce que sa population veut. En réalité, oui. Donc je veux par là dire à ceux qui veulent faire cette chose-là, ce n'est pas important. Mais remettez l'argent, le finance dans les collectivités. Tout simplement transférer les ressources aux le donner. Parce qu'ils maîtrisent les problèmes. Parce que quand vous voyez le droit de décentralisation de 2004, vous voyez, le droit est bien, mais les gens ne pratiquent pas. Vous disiez que les maires, les présidents des conseils régionaux, ceux qui vont gérer, on ne sent même pas si un des présidents des conseils régionaux existe. Même les projets, je ne vois aucun projet. Les projets sont là. C'est toujours le central qui a. C'est toujours Yaoundé qui gère. C'est toujours Yaoundé qui gère. Il faut qu'on arrête ça. Merci Divine. Merci. Oui. On va faire appel à nos partenaires. Pendant que je lis 2 ou 3 messages, Viviane Andrea vient vous donner ce que le partenaire a envoyé. Parce que vous avez commencé fort, il faut étancher. Non, on n'est pas entré, il n'y a pas de souci. Ils viennent pas entrer. Un bonjour particulier au président de Sud Espérance, dont j'ai appris à l'instant qu'il est présent dans votre panel ce soir. Un homme très bien. C'est signé Olivier Walter Ndo. Est-ce qu'on peut voir le partenaire qui entre? Vous en faites pas. Ce document, bien que formellement couvert par le très haut accord présidentiel, révèle une procédure de gré à gré juridiquement peu motivée, excessivement centralisée et faiblement transparente, sans justification claire de l'urgence ni mise en concurrence, confiant à un prestataire unique un marché de 21,4 milliards de francs CFA pour 21 500 lampadaires repartis dans 360 communes, marginalisant la décentralisation, neutralisant les mécanismes de contrôle des prix et de performance et suscitant légitimement l'interrogation citoyenne suivante. Si un lampadaire coûte 1 million, est-ce que ce lampadaire donne seulement la lumière du paradis? Est-ce que c'est seulement pour la lumière du paradis? Et puis, ça pose un problème d'équité, la concurrence. Oui. Nous sommes nombreux. Les 21 milliards, quand même, quand on donne à une seule entreprise 21 000. Et les autres... concurrence dans le secteur. Les autres entrepreneurs qui font dans le même service. Et ils font comment? Donc, ça pose un problème de redistribution des produits, de la croissance, de redistribution des revenus, de nos impôts. S'il faut donner à une seule personne et aux autres, ça c'est vraiment terrible. Et puis, moi je pense que chez moi, si on m'avait posé le problème, on devait peut-être renforcer l'offre en réseau de communication. Le président de la République, il invite les jeunes, tout le monde à aller vers l'économie numérique. Mais tous ces villages du Sud, où il n'y a pas de réseau, et ces jeunes, ils font comment? Et ils vont rentrer comment dans la compétition pour cette économie numérique? Au lieu de fixer des lampadaires qui vont s'éteindre quelque temps après, si les lampadaires qui sont sur l'autoroute de Yaoundé aéroport, si tout ça éteint, si tout ce qu'on a mis à soi là, ça ne marche plus. Soit Yaoundé, alors que si on construit... dans certaines communes, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. À Mengang, ça sert à rien. Vous vous demandez pourquoi on avait mis ces lampadaires là. Est-ce qu'on n'avait pas autre chose? Alors qu'avec ces milliards là, si on construit des relais
pour vous donner le réseau à tout le Absolument, monde, absolument. ça sera plus avantageux que ce que... Dans nos villages, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas. Il y a de des réseau. CES et des lycées Oui, oui. dans ces villages-là qui n'ont pas de réseau. Vraiment, et moi, je pense qu'il faut donc Même pas véritablement comme aller tel. Hein. vers l'investissement utile, l'investissement qui est pertinent, l'investissement qui C'est pour ça que ça doit venir de la des base. véritables problèmes. C'est la base qui comprend. Oui, qui peut mieux situer ses besoins. Vous pouvez voir clairement, comme l'indique mon co-panéliste, il faut clairement voir ici que vous avez vu qu'on a galvaudé par exemple l'émission du Mindevel et du Mindevel, parce que voyez-vous, Mais le Mindevel, on dans un n'avait état pas purement décentralisé, n'a parce plus de place. le ministre de la décentralisation et du développement local n'est même pas concerné dans une action pareille. Et les réalités et les besoins exprimés au niveau de la base, parce que le scénario est souvent, on parle généralement de décentralisation approfondie. À l'inverse, on se serait attendu à ce que qu'on transférera simplement les ressources au travers du Mindevel aux collectivités et que chacun, selon ses priorités, parce que le panéliste lui parle même du sud. Sur un rayon de 100 km ici, allez dans le Yon et ici, et tout ça, vous allez voir, il n'y a même pas d'eau potable. 60 millions, c'est quand même 8 forages à 12 millions ou 12 forages à 8 millions. Donc on ne peut pas se dire que lorsque on a des ressources, on décide d'aller s'asseoir à deux et dire en gré à gré, faisons ceci. Et bien plus, on a un réel souci au Cameroun, c'est le chômage ambiant. On est en pleine semaine de la jeunesse. Alors, cet argent, par exemple, le ministre de la jeunesse qui est à Yokadouma et à Gari Gombo depuis quelques jours, cet argent aurait peut-être pu aider pour initier peut-être quelques activités économiques, ça et là, donner et rendre davantage dynamique. Et c'est avec ces ressources, parce que ce qu'on n'a pas souvent compris, c'est que pour que la mairie fonctionne normalement, c'est avec les acteurs qui sont dynamiques sur le terrain. Quand ils payent les impôts, ils payent les taxes, facilement, donc il y a une mobilisation des ressources, la mairie va fonctionner, le Cameroun, au travers de la loi sur la fiscalité locale, va collecter beaucoup de finances, et puis maintenant ça peut remonter pour une meilleure redistribution. Mais on ne peut pas se lever, on attribue des lampadaires. Est-ce que vous voyez quand même que, je ne sais pas, j'ai échangé avec un industriel tout à l'heure, il disait avec 21 milliards, on lui aurait permis même d'installer une usine de montage de lampadaires au Cameroun. Et tout le monde le sait, chacun de nous en village. L'énergie solaire aujourd'hui, à 30 000, 50 000 francs, vous avez quand même quelque chose pour aller accrocher. On n'a pas fatalement besoin dans les villages. Et après, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de maintenance. Dans aucune commune, vous allez trouver une équipe de maintenance dans les services techniques, une équipe de maintenance sérieuse qui peut entretenir ces ouvrages-là. Donc, on se serait attendu qu'on laisse. Il faut vraiment les efforts péremptoires, laisser les ressources verser les ressources aux collectivités et que les maires s'en chargent. Ils sont des managers, ils sont formés. Et ça fait 7 ans qu'ils sont là. Donc on n'a pas à venir leur imposer les d'accord. On va sortir de là, oui. Oui, quelques secondes encore. Et puis lorsqu'on dit qu'on va donner des lampadaires aux communes, il y a des communes de ville. Par exemple, quand on dit Yaoundé 6, tout le local de Yaoundé 6 est dans la ville de Yaoundé. Mais lorsqu'on dit la commune de Moyomosala, il y a la petite agglomération qui continue Moyomosala. Et puis il y a maintenant les 70 villages qui continuent la commune de Moyomosala. Mais ces lampadaires-là, on va les placer où? Seulement dans la petite agglomération de Moyomosala ou bien dans mon village. Il y a des communes qui sont allées placer un lampadaire là, un autre 1000 mètres voilà. Plus loin. Et vous voyez, c'est comme des lucioles. Hein. Voilà. Et à management, on dit, lorsque ça n'a aucun effet. Lorsqu'une action n'atteint pas l'objectif pour laquelle elle a été envisagée, cette action manque de pertinence. Elle devient donc fondamentalement inutile. Que disent les Camerounais? Bonsoir à tous les panélistes. Je suis d'accord avec M. Mboutou et le félicite pour l'analyse qu'il a faite par rapport à l'attribution d'un marché national d'installation de lampadaires dans les 360 communes du Cameroun à un seul opérateur économique. Cette façon de faire est bel et bien synonyme de malgouvernance, comme il l'affirme si bien. Nous pensons qu'il est encore temps que cette décision soit rapportée. Docteur Teguia, du côté de Kribi, merci beaucoup, docteur, pour cette contribution. Au sujet des lampadaires, nous, à Dibombari, canton Bakoko, Mungo, n'avons pas besoin de lampadaires, plutôt des forages. Avec le coût d'un lampadaire, ils peuvent faire un forage dans nos 20 villages. Gilbert de Douala, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Avec le coût d'un lampadaire, on peut faire un forage. C'est différent des forages du sud. Là, on a vu également...
taxé à combien? 25 millions? 5 millions. 25 millions. Vraiment. D'accord, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Vraiment, les Camerounais comme monsieur Jean-Jacques, l'éclairage public est réservé aux collectivités territoriales et centralisées. Alors, le maire soustraire avec les personnes comme sous forme de marché public pour en faire du beurre. Et sur ça, chaque maire cherche un de ces gens pour gagner le marché, même si c'est du gré à gré en considération de la personne dont le maire même sont des hommes d'affaires. Même quand on va leur donner les 15% du budget, on garde silence. Les maires ont des budgets. Alors vous êtes en train de vouloir dire que même si on avait donné aux maires, eux aussi ils allaient avoir leurs préférences. Mais au moins, ils allaient vous dire si le projet est bien pensé pour la population. Comme monsieur, oui, vous l'avez déjà dit, monsieur Abega, merci de préciser votre nom au bas du message. Bonsoir à vous, effectivement, on monte une usine qui va employer les Camerounais et beaucoup d'emplois. On peut faire des lampadaires nous-mêmes et les entretenir. C'est pour être d'accord avec François et son ami qui indiquait qu'avec ces 21 milliards, on peut monter une usine. Sur le plateau, tes invités, ils disent que quoi? Mbembe Ngore, ah d'accord, je suis un peu perdu, je pensais que c'était le nom. Mbembe Ngore, c'est pour dire bonsoir. Une question au président du Sud Espérance qui est sur le plateau. Son tam-tam résonne tellement à haute voix que je voudrais savoir qui est derrière lui. Je l'aime beaucoup, monsieur Toto, planteur à Akono, au retour de ses troncs de palmiers. Monsieur Toto à Akono, tes palmiers là, c'est toujours pour toi seul. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es toujours de retour tous les soirs, mais tu n'en vois pas aux panélistes. Bonsoir à vous et à votre plateau. J'ai fait installer 3 lampadaires solaires, achat et installation 2000 watts chez moi au village à 500 000 francs CFA. Simon de Nkwaban, à 500 000, 3 lampadaires. Voilà, c'est d'une puissance assez considérable. On prend quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, vous êtes expert en décentralisation, monsieur Abega, on a compris votre problème. Bonsoir, ici Kam Tobabel Junior de Yaoundé 4. Nous souffrons principalement d'un manque de probité morale qui entraîne une mauvaise qualité de prestations, de surcroît important et une faible efficience économique. Le gouvernement devrait se dépêcher de changer cela car cela freine considérablement notre développement global. Merci mon frère pour cette contribution. Est-ce qu'on va avoir une dernière pour ne pas aller loin? Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Je te jure sur la tête de mon père décédé en 2013 avec cette histoire de lampadaire. Ceux qui nous gouvernent ne veulent pas de la décentralisation. Ils sont habitués à manipuler l'argent et à détourner. Quand est-ce que les maires ont identifié et quantifié ce besoin? Calista, l'homme depuis Yaoundé, tu n'as pas besoin de jurer sur la tête de ton père qui est décédé en 2013. Il t'a bien compris et tout le monde a bien compris. Dans tous les cas, merci d'avoir réagi au sujet de cette question. Ne pensez pas qu'on est en train de vous léser, ainsi on ne lit pas vos messages. Bonsoir à vous au plateau. Vive félicitations à M. Moutou pour son éloquence et franc-parler. Olivier Ndo. Je ne comprends pas, M. Moutou. Tu as des fans, le deuxième qui s'appelle Ndo. Il y a un premier qui a écrit sur la page Facebook également, qui s'appelle Ndo. C'est la famille du président du conseil régional du Sud. Il y a beaucoup de Ndo là-bas. Dans tous les cas, prends un verre d'eau. Un verre d'eau. Après l'eau minérale Bonis, qui prépare activement la descente du Premier ministre chef du gouvernement. Deuxième partenaire, on reste dans la nature. Voici Plante de Vie. Lema Kouma, bonsoir. Bon après-midi, Jean-Jacques. Et merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ton riche panel pour parler des plantes médicinales, ces plantes-là qui apportent la vie, comme tu l'as si bien dit, plantes de vie. Ces plantes de vie, ces plantes de vie avec le chiffre 2 pour des personnes là qui sont malades et qui n'ont pas pu trouver satisfaction, mais qui n'ont pas pu trouver solution à leurs différents maux liés aux difficultés qu'elles éprouvent au quotidien. Nous avons nommé sur pied cette association appelée Plantes de Vie pour pouvoir apporter des solutions de manière concrète aux personnes qui sont victimes de plusieurs maladies, entre autres les hépatites B et C, et même D, Delta, même des personnes qui font déjà la maladie, elles se rapprochent du côté de Plantes de Vie pour pouvoir avoir des solutions de manière concrète. Et même des personnes qui sont victimes de diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité, Plante de Vie apporte des solutions à ces différentes personnes-là. Parce que oui, nous avons mis sur pied des produits qui
qui viennent revivifier le pancréas. Et nous savons tous que le pancréas a pour rôle principal de produire de l'insuline. Et l'insuline, lui, il a un rôle principal, c'est de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Alors, avec les produits de ce plan de vie, vous allez dire adieu au problème de diabète, au problème d'insuffisance rénale, parce qu'il faudrait dire que les deux vont ensemble. Les personnes qui sont victimes des maladies telles que les hémorroïdes internes ou externes, Plante de Vie apporte des solutions. Nous avons dit plusieurs fois ici là, que les problèmes de faiblesse sexuelle, même d'éjaculation précoce, ne sont pas des maladies à la réalité, mais les symptômes de maladies. Parce qu'on peut être victime de diabète et ça nous cause la faiblesse sexuelle. On peut être victime des hémorroïdes, ça nous cause la faiblesse sexuelle. On peut même être victime de chlamydia, ça nous cause la faiblesse sexuelle. Mais nous avons deux causes principales qui provoquent les troubles érectiles, à savoir la mauvaise alimentation et le stress permanent. Nous sommes stressés de manière permanente et du coup ça nous entraîne des problèmes de troubles érectiles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons mis sur pied les produits King Finic 24 la solution qui viennent déjà nous déstresser de manière naturelle, même pour des personnes qui ont souvent des nerfs à rude épreuve. Le produit King Finic 24 la solution va vous détendre et vous permettre un meilleur flux sanguin, une meilleure circulation sanguine pour des personnes qui ont les nerfs à rude épreuve. Nous avons aussi à côté le produit Rhumatox, ce produit-là qui concerne essentiellement des personnes victimes de rhumatisme, d'arthrose ou bien de nerfs sciatiques et même de la goutte. Le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions de manière concrète. Des personnes qui sont âgées et qui n'arrivent pas à se déplacer du fait qu'elles ont des douleurs au niveau des articulations, ou bien même au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau même de la colonne vertébrale, ou bien même au niveau du bas du dos. Alors, chers parents, chers grands-parents, venez du côté de ce plan de vie pour pouvoir avoir la solution et la satisfaction à vos problèmes liés au rhumatisme, à l'arthrose et au nerf sciatique. Le produit Rhumatox, ce n'est pas une pommade, ce n'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. Donc c'est un produit en poudre qu'on va prendre une cuillère à café et mettre dans un litre d'eau et demi. On va boire un vers matin, un vers soir. Jean-Jacques, si tu me permets, je voudrais sortir en disant encore à tes milliers de téléspectateurs que le produit Open Sex, il est toujours disponible. Ce produit-là qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs qui ont les problèmes de taille. Parce que oui, il faudrait le dire, plusieurs messieurs ici d'ailleurs ont ce problème de taille. Alors Dieu merci, nous avons mis sur pied le produit Open Sex, ce produit qui permet d'augmenter de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Je ne terminerai pas sans vous dire, vous qui êtes de nous regarder actuellement, que chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales. À côté aussi, il y a des personnes qui ont un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont constaté que l'appareil génital est en train de rétrécir. Nous avons le chlamydia qui rétrécit l'appareil génital, nous avons les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital, nous avons aussi des personnes, là on va mettre entre guillemets, des personnes qui sont en surpoids, parce que ce n'est pas toute personne en surpoids qui est victime du rétrécissement de l'appareil génital. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kolondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers, et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Jean-Jacques. Merci beaucoup les Makouma d'être passé par ici. On se donne rendez-vous demain ou après-demain. Tu m'invites avec grand plaisir que je vais venir sur ce magnifique plateau. D'accord, merci. Bonsoir JZ. Quand j'ai vu ça, parlant justement de cette correspondance de gré à gré dans les réseaux sociaux, j'ai pensé que c'était un fake. Mon Dieu, viens-nous en aide. J'étais aux obsèques de M. Nkoto Frédéric ce week-end dans la région du Sud, dans un village appelé Mebaye. JZ, il n'y a pas de réseau là-bas, mais le village est électrifié. Pour dire que les communes n'ont pas les mêmes problèmes. Merci pour le travail abattu, JZ. Vous êtes là d'accord avec tous nos panélistes. Bonsoir, JZ, et ainsi qu'à tout ton plateau. Avec ce marché gré à gré de lampadaires, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Gilbert de Douala qui pose cette question. Y a-t-il quelqu'un qui commande? L'histoire de ces lampadaires me rappelle celle des ordinateurs qui étaient revendus à 25 000 francs au marché central par les étudiants Martin de Yaoundé qui voulaient penser que même ces ordinateurs-là, est-ce qu'on avait bien pensé le projet qui nous donne juste ce budget? Nous sommes les jeunes. Nous pouvons créer à la fois une usine de lampadaires et de panneaux solaires et nous les livrer aussi à la sous-région. Pour ce pays, ne nous donne pas une chance. Je dis que ce pays ne nous donne pas une chance. C'est Abouna depuis Douala qui pense qu'il est possible pour les jeunes non seulement de monter
ce projet, d'en distribuer au Cameroun, mais également dans la sous-région, avec les 21 milliards de francs CFA de gré à gré. 1 milliard, c'est 1000 millions. Il faut qu'on se comprenne. 21 milliards, ça fait 21 000 millions. C'est quand même un camion pour avoir tout cela. Un mot sur la sortie du président Cabral Libye. Avant qu'on ne parle profondément, on va aller très rapidement de notre thématique centrale. Il dit, j'ai omis de le faire, c'est Cabral Libye qui parle, mais je pense qu'il y a lieu de le faire par fair play politique. Pour sa première tentative en 2025, le ministre Issa Tiroma s'est adjugé la deuxième place avec 35,17%. En toute humilité, je le félicite aussi. Dans l'histoire de l'élection présidentielle au Cameroun, il est le meilleur deuxième derrière l'emblématique Nidjon Fondi, qui avait obtenu dès sa première tentative en 92 35,97%, c'est-à-dire un peu mieux que Issa Tiroma, et devant Belogba Maïgari, qui a obtenu 12,22% la même année. C'est signé Cabral Libye. Sur l'opportunité de cette sortie, François Sémé. Oui, je crois que en tant que leader de parti politique, Cabral Libye est dans son rôle et en cela, il donne le ton. Nous sommes là à la veille des élections locales, municipales et législatives. Et voyez-vous, après un long moment de silence, puisque nous avons tous constaté qu'après les élections présidentielles, le résultat qui a été assez difficile pour Cabral, il était normal qu'il fasse un recul tactique et qu'il revienne aujourd'hui après un silence stratégique poser un acte qui est purement politique, un discours et qui appelle, parce que voyez-vous, lorsque le leader ne parle pas pendant un long moment, c'est clair qu'à un moment les uns et les autres peuvent s'en inquiéter. Et donc il avait déjà félicité le vainqueur de cette élection, oui. le président Biya. Et il attend donc janvier. L'élection a lieu en octobre. Il attend janvier pour féliciter le deuxième. Oui, par fair play politique. Oui, par fair play politique, puisque vous voyez-vous, l'élection n'a pas été ne s'est pas déroulée dans des conditions ordinaires. Vous avez vu qu'avant même que le Conseil constitutionnel n'ait proclamé les résultats, il y a un candidat qui avait déjà qui s'est déjà déclaré vainqueur. Et Cabral, moi je peux le comprendre parce que, voyez-vous, lorsque vous avez produit, vous avez travaillé, vous avez fait le tour du Cameroun et vous avez posé un diagnostic en produisant d'abord un premier document de référence qui est le fédéralisme communautaire. Et plus loin, il dit ce que j'ai vu, puisque Cabral est député de la nation et responsable au niveau de l'Assemblée nationale. En cela, il a un regard républicain et puisqu'il contrôle l'action du gouvernement, il vous dit, là, il sort un autre document à la veille des élections pour le manifeste de la rupture et du progrès. C'est normal que lorsqu'il a eu 3%, il se rétracte d'abord et revienne après la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel. Il félicite le président qui a gagné et puis il se rétracte pour davantage digérer sa défaite. Je crois qu'il a même dit, parce qu'il avait pondu un communiqué sur sa page en disant non, lorsqu'on a échoué, et je vous assure que pour ceux qui sont honnêtes envers eux-mêmes, lorsque vous avez quand même eu 3% à une élection, après avoir mené un travail acharné, dur, travailler, aller sur les terrains, faire un maillage territorial, travailler pour avoir un ancrage, contrôler les bureaux de vote, avoir les PV, et vous sortez de là avec 3%, c'est normal qu'à un moment qu'il ait pris ce recul-là. Et de ce silence, donc, il peut jaillir. D'accord. Il y a eu la lumière. Une sagesse. Et cette sagesse a amené donc Cabral Libye à féliciter le deuxième. Parce qu'il faut bien rappeler, il le félicite parce qu'il est deuxième avec ses 35,17%. C'est l'objet de cette félicitation-là pour la première participation de Issa Tiroma. Aussi, peut-être toute polémique, Jean-Jacques, peut-être toute polémique, parce que voyez-vous, est-ce que c'est justement ça l'objet de la sortie de Cabral? Oui, tout acteur politique. Il fait cette déclaration étant à l'étranger. Tout acteur politique est essentiellement opportuniste. Je crois qu'il y a des hommes politiques très engagés, M. Mboutou, que je connais déjà un peu. Je crois que les acteurs politiques sont d'abord des hommes opportunistes. D'accord. Et l'opportunité fait le larron. Donc aujourd'hui que Cabral ait pris posture pour dire depuis l'étranger, peut-être c'est le lieu où cela devait plus impacter. Voyez-vous, c'est de là aussi qu'il a essentiellement lynché
vilipendés de ce côté-là. Donc, c'est bien que dans le même environnement, dans le même cadre, qu'ils prennent parole et qu'ils disent quelque chose. Et ce quelque chose-là voudrait dire que vraiment laisser toute polémique, Paul Biya a gagné. Paul Biya a gagné et plus loin. Et qu'il n'y a rien à redire. Il passe un message, mobilisez-vous pour Divaye. aller vers les Oui, législatives et je vais vous dire, Sur cette sortie de Cameroun. oui, je vais vous dire, on est dans une période très stratégique, une période électorale, les élections législatives et les élections municipales. Je vais vous dire, Cabral, pour sortir, parce que normalement, on a lu les résultats, c'était en octobre. Pourquoi que c'est aujourd'hui, après il devait dire ça le même moment, comment il a félicité le président, le vainqueur. Et vous savez, comme il est allé charger, on ne sait pas comment il a fait. On peut faire comme ça, il a raconté. Le président, non, je vous dis, il a raconté, Issa Chiroma pas derrière, ils ont causé certaines choses, que c'est stratégique. Peut-être. Oui, parce que quand vous voyez analyse, quand vous voyez le chantier analysé, vous voyez, il a tu sais, en politique, il y a l'opportunisme, il a utilisé cette pays, c'est que l'autre peut toujours, parce que les élections municipales, et vous voyez, beaucoup de Camerounais attendent beaucoup de choses que le chef d'État a promis. Ils n'ont pas encore eu. Comme il a fait le discours le 31 décembre, on attend. C'est ça qui fait aussi, vous utiliser ça. Tu parles, les Camerounais sont frustrés, je vous dis la vérité. Depuis qu'on a annoncé les remaniements, les Camerounais sont frustrés. Et c'est aussi ça. Peut-être que celui amène aussi à déclarer cette déclaration pour donner une conscience politique. C'est pour obtenir quoi, finalement? Non, c'est pour obtenir non, je vais vous dire, en politique, il y a ce qu'on n'a pas opportunité. Oui, parce que pour dire ceci, que si Issa Chiroma ne vient pas, c'est pour peser ses militants de venir vers lui. Je vous dis, quand il fait ça, c'est pour peser les militants. Les militants Issa Chiroma de venir vers lui. S'il ne se présente pas. Alors, disant que taisez-vous, il n'a pas gagné. Oui. Il était deuxième. Il Vous était pensez que ça deuxième. peut faire venir quelqu'un? Non, ça peut faire Ils venir. pensent qu'ils ont gagné. Non, je vais vous dire, quand vous voyez, on est dans une zone compliquée. Parce que beaucoup de gens sont fichus, même dans le parti qui gouverne. Beaucoup de gens attendent beaucoup de choses qu'on a promis, ils ne voient pas. Et ça fait comme ça, lui, il a en train de mettre un slogan. Et ça va lui apporter les Est-ce militants. qu'il n'est pas en train de polir son image, du moment où son nom est quand même cité parmi ceux qui pourraient entrer au gouvernement? Non, je vais vous dire que moi, je n'ai pas de problème avec vous. Non, je vais vous dire quelque Paul Biya chose. a gagné, Chiroma était Non, deuxième. je vais vous dire quelque il chose. était deuxième, pas plus fort que Frunzi, et que ceux qui parlent même là n'étaient pas plus forts que Belogouba. Je dis, monsieur, vous savez, tout le monde Oui. peut entrer dans le gouvernement. S'il a une vision, et le chef d'État juge que cette vision-là peut aider, pour lui aider, pour construire le pays. Il peut entrer, ce n'est pas mauvais. On n'est pas contre cela. Joseph Mboutou, pendant que nos amis de Kumba, de Kumba, vous étiez à Kumba? Oui. Il paraît. Et on dit qu'on vous prie de revenir parce que lors de votre dernier passage là-bas, vous avez consolé des familles, des enfants tués dans une école à Fiango. Ça avait fait énormément une bonne impression de ce côté. On souhaite à Kumba que vous repartiez de ce côté-là. Mais la question est celle concernant la sortie de Cabral Libye. Sur le plan de l'opportunité, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord, sur les faits, Cabral Libye n'invente rien. Il se trouve que Belogouba a eu 35% de l'élection présidentielle, il était deuxième, c'est un fait. Et lorsqu'on a 35% quand même à une élection présidentielle au Cameroun, il faut être félicité. Ça veut dire que pour ce score, moi-même, militant du RDPC, président de sous-section, je félicite Issa Chiroma pour ce score. C'est un bon score. Et je crois même que si les choses s'étaient bien passées après, il mériterait grandement d'appartenir au prochain gouvernement qui arrive. Lorsque vous avez quand même eu 35% à une élection présidentielle, vous êtes quand même une personnalité respectable au pays, on doit pouvoir vous donner de la considération. Ça ne contente pas. Hein? Bon, voilà. C'est pour ça que je dis que si les choses s'étaient passées de façon normale, mais malheureusement pour lui, il a plutôt choisi des voies de voyoutisme et ça l'a entraîné hors du Cameroun. S'il avait assumé son rang de deuxième élection présidentielle avec ce fort taux, je crois qu'il serait un acteur politique pour lequel on devrait compter, même pour le septennat du président actuel. Donc, Cabral Libye
le félicite pour ce score. C'est normal qu'il soit Ce n'est pas félicité. sur le tard quand même. Mais maintenant, Même le pourquoi... timing, oui. Mais maintenant, pourquoi maintenant? Peut-être que Ils se sont vus. très déçu de son propre score, il fallait qu'il fasse un peu profil bas. Maintenant, il doit avoir peut-être un peu plus d'assurance aujourd'hui. Peut-être son parti se porte mieux. Peut-être qu'il a fait des alliances qui vont lui permettre de faire un meilleur score dans l'avenir. Il se sent libre maintenant de pouvoir s'exprimer. Vous savez, Cabral Libby fait face à une violence pas possible dans les réseaux sociaux. Il y a une faction de personnes dans cet espace cybernétique qui sont très contre lui et qui... Les auteurs du mouvement Tout sauf Cabral, qui ne lui rendent pas la vie physique. C'est vraiment sans pitié. Pourtant, c'est un jeune qu'il faut encourager. Il a une sagacité intellectuelle qui lui permet de pouvoir être au-dessus de la mêlée. Il a posé des actions qui ont orienté d'autres politiciens, parce qu'on se souvient quand même qu'il était parmi les premiers à dire qu'il faut aller s'inscrire sur les listes électorales, que c'était un élément important pour la vigueur de notre démocratie. Il a créé 11 millions de Camerounais. Donc il est dans des labels politiques qui sont porteurs depuis longtemps. Et même qui, comme il est de l'opposition, moi je crois que même dans son rôle de député, on l'a souvent vu à l'Assemblée nationale prendre des positions sur des sujets de gouvernance qui concernent tous les Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est du parti au pouvoir qu'on devrait applaudir tout ce qui se passe dans la gestion du pays par nos camarades qui ont eu la chance d'être portés à dépôt de responsabilité. Donc quand il y a des problèmes de gouvernance, il faut les dénoncer. Et Cabral à plusieurs reprises, a donné la voix pour ça. Donc c'est un jeune politicien qu'il faut soutenir. Bon, qu'il faut soutenir, mais néanmoins, il sait pourquoi il a dit ça. Et peut-être que ça va lui apporter du crédit auprès de tous ceux qui supportent Issa Chiroma aujourd'hui. Majesté, est-ce que ça peut servir Issa Chiroma et ceux qui le supportent? Est-ce qu'il n'est pas en train de leur dire ça va, on vous a déjà trop entendu? Moi j'ai d'ailleurs même vu tous les PV parce qu'il en a eu et qu'effectivement tu étais deuxième. Félicitations pour cela. Les déclarations de Cabral Libby sont les déclarations d'un homme politique peut-être avisé. Et s'il a décidé de faire cette déclaration à ce moment-ci, il vise certainement les deux choses qui ont été présupposées par mes prédécesseurs. La première chose, c'est que Issa Chiroma, le parti de Issa Chiroma, est-ce que ne parlait peut-être aux élections législatives ou municipales? Et apparemment, c'est déjà acté si on s'en tient au communiqué du porte-parole, voilà. Maître Alice Com. Voilà. Et compte tenu donc de cette absence, il compte effectivement grignoter, n'est-ce pas, toutes les voix qui étaient peut-être destinées à Issa Chiroma pour son propre compte. Par cette déclaration-là? Oui, mais c'est comme ça que Issa Chiroma, lui, il avait fait pour créer la sympathie avec les militants de Maurice Kamto. Est-ce que cette déclaration est l'avantage des militants du FSNC, de leur dire que vraiment vous étiez deuxième, mes frères? Oui, c'est quand même à leur avantage. C'est quand même reconnaître. C'est différent de Maurice Kamto qui n'a même pas reconnu les tergiversations de Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma réclamait, mais Maurice Kamto qui était censé supposer être son allié, ne s'est jamais aligné sur les déclarations de Issa Chiroma. Ou un peu. Et c'est aujourd'hui Cabral Libby qui, à l'occasion ou à la sortie, ou à l'aube, n'est-ce pas, de certaines élections, fait des déclarations pour faire des yeux doux aux militants qui ont suivi Issa Chiroma. Je crois que pour un homme politique, c'est tout à fait normal de flatter les égos de ceux à qui vous voulez, n'est-ce pas, avec qui vous voulez cheminer. Donc la flatterie, c'est de dire qu'en dehors de l'emblématique Ni John Frunzi, vous avez obtenu un score formidable, jamais obtenu depuis Ni John Frunzi. Il salue également
au passage Belouba qui a eu 19%. Voilà. On ne comprend pas bien pourquoi, mais peut-être qu'il répond à ceux qui n'ont jamais atteint ce score-là, qui font beaucoup de bruit. Oui, Même Belouba Marguerite a fait mieux que vous. Assez vicieux. C'est un peu vicieux, un peu de vice. C'est un homme politique dans tous les cas. Peut-être qu'il fallait qu'il fasse cette précision. Et c'est ça qui rejoint la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, lui, il est resté de manière constante. Il est resté constant dans sa troisième position à l'élection présidentielle. Et il a effectivement intérêt à ce que l'opinion publique garde de lui, n'est-ce pas, l'image d'un homme politique constant. L'image d'un homme politique constant qui a fait ses classes et qui continue à faire ses classes. Et sur qui on peut compter. Ça c'est pour ces militants, mais c'est pas pour nous. Nous savons qu'il a encore beaucoup à faire, il a beaucoup d'inaptitude à être bon. La troisième chose, c'est que peut-être que ces appels de pied visent certainement, parce que j'ai entendu dire que dans les prochains jours, il y aura peut-être remaniement. Peut-être que, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, son nom a été peut-être indiqué ou son nom a été prononcé pour quelques postes intéressants ministériels que ce soit. Il veut sans doute certainement repréciser sa position. Il va être alors, certainement il sort d'une conférence, c'est un homme il sort politique. des entretiens, Donc, des échanges qu'il organise à l'étranger, Oui. et au sorti de ces entretiens, ces échanges-là qu'il fait, cette sortie, est-ce qu'il n'y a pas une pression qu'on peut lire derrière cela? La pression, je crois que c'est son intérêt. Quand un homme politique fait une déclaration, c'est beaucoup plus son intérêt qui est visé. Et dans le cas d'espèce, je crois qu'il a fait ses propres calculs et il est intéressé par ce qu'il est intéressé. Je crois que les prochains jours nous diront exactement, n'est-ce pas, avec précision pourquoi finalement il fait cette déclaration. Est-ce que c'est parce qu'il est persécuté dans les réseaux sociaux par les militants de Maurice Kamto? Le MS, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Parce que, donc, voici un peu ce qui est en train de se passer. Donc, c'est avec un certain détachement que nous sommes en train de regarder comment est-ce que les hommes politiques sont en train de se préparer pour les prochaines élections municipales et législatives. D'accord. Alors, quelqu'un qui dit que Cabral Libi, il le qualifie de roublard, à quelle heure qu'il reste tranquille, on voit comment il vient. Les mêmes gens qui cherchent une place au gouvernement depuis, il était où pour déclarer ça? Les mêmes gens qui veulent le pouvoir pour faire autant de mandats. Vraiment, depuis, il n'avait rien dit. Il veut juste manger. Il a échoué. Sa sortie d'aujourd'hui ne nous sert à pas laisser Issa Tiroma là où il part de reposer en paix en Gambie. On connaît déjà Cabral Libi. D'accord. C'est un peu compliqué. Monsieur Abega, expert en collectivité, en CTD. Ouais, et puis tu parles comme ça là. Tu parles comme ça là. On comprend donc que c'est une sortie politiquement correcte, c'est ça? Oui, sortie politiquement correcte, Jean-Jacques, parce que lorsque vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, il est question de remobiliser. Et je crois que Cabral Libi, en tant que dans une stratégie de remobilisation ou bien de séduction d'un certain type d'électorat, c'est normal. Et en cela même, il soutient, il fait la part belle aux candidats qui vont se présenter du côté de l'extrême nord et du nord. Voyez-vous, le communiqué de Maître Alice comme indique que le FSNC n'aura pas de candidats, ne va pas investir les candidats. Donc c'est normal que Cabral, lui qui a fait un vrai travail de maillage territorial, de séduction, d'ancrage au niveau de l'extrême nord et du nord, c'est normal aujourd'hui qu'il fasse ses sorties. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul parti qui... sinon, oui, il y a l'UNDP, mais le parti fort dans cette zone-là, c'est le RDPC. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont encore indécis, ceux qui ont besoin d'investiture, ceux qui ont besoin d'accompagnement, c'est normal que Cabral ait une position. Il ne faut pas seulement voir ça sur le terrain du calcul. Il y a aussi que Cabral ici assume sa posture, c'est-à-dire que, et c'est en cela que j'achète le propos de Sa Majesté qui indique que non, il a besoin de montrer qu'il est constant depuis qu'il a démarré en politique. Donc ici, il assume sa posture, il dit oui, je suis troisième à chaque fois, mais néanmoins, je peux prendre position et je n'ai pas peur d'indiquer qui était le deuxième.
D'accord. Bon, les messages ne sont pas très gentils. Hein. L'honorable Cabral sait pertinemment qu'à la prochaine élection, même 2 députés n'aura plus. S'il n'entre finalement pas au gouvernement, je doute fort qu'il soit encore député, car en 2018, c'est le même homme qui avait dit ceci. C'est un opposant qui a gagné les élections présidentielles. Aujourd'hui, il nous sort ce qu'il a sorti là. De toutes les façons, nous les militants du FSNC, d'accord, nous préférons 1000 fois Kamto, Marco depuis Bastos. Monsieur Libi a eu l'assurance qu'il ne sera pas ministre délégué. Donc, en tout cas, c'est la colère. Ah bon? Il a déjà eu cette assurance-là. Jean-Jacques, y a-t-il un Camerounais voudrais... à qui on peut proposer un poste au gouvernement et il va refuser? Y a-t-il un seul? Je ne sais pas. Donc, parce que à chaque fois, le ministre Momo indiquait qu'il ne peut jamais démissionner. Donc, ne nous leurrons pas. Et Momo, c'est le meilleur exemple. Non, c'est pour dire qu'il y a quand même des gens qui ont donné leur position de façon tranchée. Donc, le ministre Chiroma, est-ce que nécessairement c'était pour revenir au gouvernement et tout? Mais il a pas. Tout est possible. Bonsoir, monsieur. Je voudrais juste rappeler à Sa Majesté que de votre plateau que Maurice Kamto n'a jamais été l'allié politique du candidat Chiroma Bakary. Il avait refusé de donner une consigne de vote à Mondovision. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il aurait fallu que ce dernier soutienne le premier lorsqu'il a revendiqué sa supposée victoire. Non, merci. On a dit merci. Qui le félicite au moins. La déclaration de Kamto. Qui félicite que Kamto. Qui félicite le deuxième? Le deuxième. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il félicite le deuxième? Parce que lui, là, au moins eu 2 fois ce que Kamto a eu quand il a été candidat. 3 fois. 3 fois. Il a eu au moins 3 fois ce que Kamto a eu. Et donc, il au moins le pense qu'il pèse 35%. Mais vous imaginez que Maurice Kamto n'a pas toutes les données? N'a pas étudié la structure du vote. Comment vous dites que quelqu'un qui a eu 35% ne doit pas s'imaginer? n'a pas étudié la structure du vote pour Chiroma. C'est un fait. Quelqu'un qui a eu 35%, vous demandez. Mais il faut lire les chiffres aussi. Non, mais il a eu 35%. D'accord. Ça lui appartient. On ne peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. La déclaration de Cabral est tardive. En plus, il traîne beaucoup de casseroles. Sa mort politique et celle de son parti a été actée depuis le 12 août 2025. Simon Donkwaba, c'était par quel acte là que vous avez signé la mort politique de Cabral? Bonsoir le panel. S'il arrive que le parti de Chiroma ne participe pas aux élections législatives et municipales, son électorat votera pour le MRC. Suivez mon regard, Ahmed depuis Marois. Le RDPC aura chaud. Voilà, il y a les militants du RDPC ici, ils sont prévenus que ça ne va pas être facile, selon vous. Bonsoir, M. Cabral ne dit pas la vérité, personne ne veut de lui. Même les 3% de la présidentielle vont baisser. Il y a des défections dans son propre parti, Achille, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, qui suit cette émission. Alors le panel, vraiment, pourquoi est-ce qu'il rit? Il écrit ha ha ha. Président national de la NPC. Moi aussi, j'attends le poste de ministre. Amadou Amir, c'est comme ça là. C'est comme ça qu'on cherche le poste de ministre là. Est-ce que c'est facile? D'accord, merci. C'était pour jeter un regard, rester dans l'actualité, sur la sortie de Cabral Libi, qu'on peut retrouver sur sa page Facebook, tout naturellement. Parlons à présent du port autonome de Douala. Essayons de passer au scanner, l'affaire du scanning, une sorte d'imbroglio avec une panoplie de documents en circulation, des déclarations et de contre-déclarations. Si on scannait la forme de cette affaire, Majesté, sur le plan de la forme et peut-être aussi le fond, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? Peut-être 4-5 jours depuis le déclenchement de cette affaire. Et c'est à moi que vous refusez la patate chaude. Elle n'est pas chaude. Ah bon, parce que c'est patate chaude? Non, pour une raison bien simple, j'ai un droit de réserve sur ce problème. Mais je peux quand même dire 2 ou 3 choses. Oui, d'autres. Le ministre ne s'est pas réservé, tous les ministres ne sont pas réservés. Oui, je crois que les ministres, avant de se prononcer, ils ont effectivement fait des réunions. Ils ont un certain nombre d'informations, d'éléments que je n'ai pas encore. J'aimerais effectivement consulter, n'est-ce pas, la météo, pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, pour pouvoir m'appesantir, choisir, m'orienter et dire quelque chose à propos. Pourquoi je ne vous crois pas? C'est que... Je ne crois pas à cette acrobatie que vous êtes en train de nous faire. Ce que je peux dire... Ah d'accord. Oui, ce que je peux dire, c'est que lorsque la SGS s'installait, elle était, je crois, en pionnière dans la surveillance, parce que il faut voir comment est-ce que l'administration de la surveillance a évolué au Cameroun. La surveillance c'était manuel. C'était d'abord manuel, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, de mettre sur pied
d'avoir des appareils pour scanner, pour le scanning. C'est comme ça que ils ont évolué. Ils ont signé un premier contrat avec le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, qui a fait effectivement parlant et agissant pour le compte, n'est-ce pas, de la tutelle du port, qui a laissé cette possibilité à la SGS, n'est-ce pas, de fonctionner. Alors, ils ont fonctionné, le contrat qu'ils ont eu à signer, est-ce que ce contrat a quand même un certain nombre de particularités, parce que le contrat a été vu ces derniers temps à l'occasion de ce problème. Et dans les particularités, c'est que on sait que un contrat est signé en 2015 et que finalement le contrat signé en 2015 va prendre effet plutôt en 2022 pour finir en 2032, alors que c'est un contrat qui devait finir en 2025. Je crois que ici, au vu effectivement de ces différentes informations et au vu du fait que le port de Douala, c'est l'entrée, n'est-ce pas, du Cameroun, tout comme c'est la frontière. Le port, c'est la frontière, et avec toutes les marchandises qui peuvent charrier, qui peuvent entrer au Cameroun, avec tous les éléments qui peuvent entrer au Cameroun, je crois que il y a un besoin, un souci de sécurisation, un souci de sécurité qui certainement a augmenté au fil du temps. Au fil du temps, ça a augmenté. Est-ce que dans les capacités managériales, n'est-ce pas, de la SGS ont été dépassées? Toujours est-il que le directeur général du port, parce que le directeur général du port, qui est à même de juger, n'est-ce pas, le fonctionnement de sa structure, pouvait effectivement mieux conseiller, n'est-ce pas, au gouvernement ce qu'il faut. Est-ce que les capacités managériales de la SGS ont été dépassées au vu du nombre important, n'est-ce pas, des marchandises qui sont effectivement charriées sur le port de Douala? Est-ce que ça nécessitait automatiquement qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir un nouveau un aménagement de ce contrat ou, n'est-ce pas, une nouvelle société qui va s'occuper de cette surveillance, étant donné que cette même société fait la surveillance du côté de Kribi? Est-ce que c'est la modernité qui impose, n'est-ce pas, qu'on fasse appel à un nouvel acquéreur pour la surveillance, n'est-ce pas, de notre port? Je crois que c'est des questions légitimes que nous tous nous sommes en droit de nous poser. C'est des questions légitimes, et les différents responsables qui ont eu à siéger dessus ont certainement des informations pour, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, une décision finale. Je crois que nous faisons confiance à ce que la décision qui sera sortie soit une décision qui puisse... Mais il y a déjà la décision, non? Non, je crois que il y a des décisions qui ont été sorties. Et maintenant, l'exécution de ces décisions amène certainement à une certaine administration. Nous pensons effectivement que l'idéal, que l'intérêt... La décision du PM n'est pas une décision. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que l'ensemble des décisions qui sont sorties va certainement amener à une administration nouvelle. C'est pour cela que, moi je dis de manière technique, c'est que c'est une administration, c'est une administration de surveillance. Ce n'est pas comme vous pensez là. Moi je crois que les gens minimisent ça. Non, c'est pas comme vous pensez là. Il y a un opérateur qui a commencé. Il a travaillé jusqu'à un certain niveau. Au vu de l'ensemble des problèmes qui sont posés, est-ce que cet opérateur peut encore continuer, étant donné qu'il y a un autre opérateur qui vient avec beaucoup plus peut-être d'intérêt, pour les finances du Cameroun, ou pour même la surveillance, pour la sécurisation, n'est-ce pas, de notre territoire. C'est ça les vrais problèmes. Il faut répondre à ces questions. On ne peut pas omettre ça parce qu'on a un certain nombre parce qu'on soutient tel ou tel. Donc ce sont les vraies questions. Donc ça doit donc amener, n'est-ce pas, une administration qui puisse préserver, n'est-ce pas, les intérêts du Cameroun. Voici, n'est-ce pas, votre lecture. Oui, Joseph Boutou, sur cette question, la situation du scanner. Vous dites qu'il y a déjà une décision qui a été prise. Oui, je voulais d'abord dire que depuis que cette affaire a commencé, les gens semblent s'appuyer sur des problèmes de sécurité pour justifier que la SGS n'a pas présenté assez de garanties de sécurité.
et qu'il faille peut-être que Non, c'est une des raisons. la direction du port... La deuxième raison est financière. Vous le minimisez, que la direction, la sécurité. la direction du port autonome de Douala revienne donc avec une entreprise qui va garantir beaucoup plus de sécurité. Bon, parce que moi, je voudrais dire que... Là, vous êtes dans les questions de fond. Celles qui n'ont pas été évoquées à la primature. La première problématique... On est à la primature, on n'a lu que le contrat. Voilà. On n'a lu que le contrat. Non, mais vous... Est-ce qu'il est valable ou pas? On s'est arrêté là. Non, Et c'est pour ça que Majesté pense que ce serait ne pas apprécier véritablement la question si on s'arrête aux données contractuelles. Encore que même aux données contractuelles, il y a beaucoup à redire. Exactement. Non, mais vous savez, il y a un imbroglio parce qu'il y a d'un côté une partie qui soutient que la SG doit libérer les lieux au port. Il y a une autre partie qui dit que la SGS est en contrat avec l'État du Cameroun et qu'on ne saurait débarquer la SGS par une décision qui n'a pas respecté le parallélisme de forme. Parce que vous savez que le directeur général du port a décidé de façon après sur lui de demander à la SG de libérer l'enceinte portuaire. Or, ce n'est pas lui qui a fait recruter la CNPS dans ce lieu. Donc, il n'a pas respecté la procédure. Bon, le gouvernement aurait souhaité qu'il saisisse le gouvernement pour lui dire, moi je veux remplacer la SGS par transatlantique pour telle raison. Et maintenant que le gouvernement étudie la question, maintenant si les raisons pour lesquelles le directeur général du port autonome souhaiterait qu'on remplace la SGS sont probantes. Alors, est-ce que vous considérez que le gouvernement est toujours sous contrat avec l'État du Cameroun? Mais c'est toujours sous contrat avec l'État du Cameroun. Comment cela? Mais le contrat arrive à expiration en 2025. Oui, mais nous sommes en 2026. Dans le contrat, oui. Il y a, comment je vais dire, il y a une clause. Des clauses. Oui. Des clauses additionnelles. Et parmi les clauses additionnelles, on parle d'effectivité de la mise en œuvre du contrat dès la livraison du 4e scanner. Voilà, justement. D'accord. Sauf que le 4e scanner dont été livré, le même contrat dit que cette livraison doit être faite avant le 31 décembre 2015, donc la même année. Non, il y a aussi donc une clause qui dit que l'État, à travers le port autonome, doit avoir donné de l'espace pour l'installation de ce scanner. On va arriver sur cela. Dans les motifs juridiques évoqués par le port, il n'y a pas de trace que le scanner est arrivé avant décembre 2015 et ils ont sollicité l'espace, ils n'en ont pas eu. Le courrier qui est en circulation date de 2018. Oui, de 2018. A dit que 3 ans après décembre 2015. Exactement. Non, mais je voudrais dire que est-ce que le port autonome a saisi le gouvernement pour leur dire que vos coopérateurs que vous avez recrutés, malgré toutes les diligences que nous avions fait, en leur montrant des endroits où il faut installer le scanner, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que toutes ces choses ont été faites? Mais le contrat est arrivé dans l'expiration. Si je vous dis, attendez, Jean-Jacques Zé, oui. Je prends un exemple, je sors un peu de... Bon, vous venez me voir, vous voulez immatriculer par exemple un terrain. Moi je suis le financier, et lorsqu'on va chez le notaire, on dit ce contrat a une durée de 2 ans. Ça veut dire que si au terme de 2 ans, vous n'avez pas réussi à établir le titre foncier sur mon terrain, on va considérer que le contrat est caduc. Or, il y a des éléments que vous devez me fournir pour que la procédure aille jusqu'au bout. Et vous vous rendez donc compte que j'ai engagé la procédure, ça avance à une certaine vitesse. Et après, vous commencez à engager des subterfuges qui font en sorte que je ne puisse pas vous délivrer le titre dans les délais contractuels. C'est quoi le subterfuge pour quelqu'un qui se présente en 2018 alors qu'il est censé avoir tout accompli en 2015? Les subterfuges sont de quel côté? Tout simplement parce que la SGS dit que la direction du port autonome n'a pas libéré les espaces pour que les scanners soient installés à temps. En 2018. En 2018. Oui, ils n'ont pas libéré pour que les scanners soient installés à temps. Est-ce qu'ils sont venus avec le scanner avant
31 décembre 2015. Non, il s'agit de quatre... Du quatrième. Voilà, Du il s'agit de quatrième. 4 scanners. Oui. Voilà, ça veut dire Il que... devait apporter ça avant le 31 décembre 2015. 2015. Mais je dis... Et ils ne l'ont pas fait. Mais, Non, je veux mais vous dire- comment vous dites qu'ils ne l'ont pas fait? Déjà, attends, Ils sont venus en Hein? 2018. ils sont venus. D'accord. Non, je veux On va avancer, oui. compléter. Vous voyez, le contrat, le problématique, c'est quoi? Le procédure de résiliation des contrats. Ils n'ont pas respecté. Parce que quand vous voyez, le contrat a été signé entre l'État, le gouvernement et l'opérateur de scanning. Je vais vous dire ce que ça fait problème. Le contrat, d'abord, c'est un contrat de 10 ans. Ils ont signé ça en 2015. Ça me dit que 10 ans, ça devait expirer en 2025. Mais ce que vous voyez, je suis en train de voir maintenant, c'est l'autorité. Il y a une bagarre entre les autorités, donc hiérarchiquement. Parce que quand vous voyez le DG du port, peut-être il a pris une initiative personnelle, sans rendre, sans Il est en conseil d'administration, hein. Il a un conseil d'administration, Ces mais actes sont ça, couverts il par n'a le pas, conseil normalement, d'administration. il a son ministre, son ministre des Transports. Il est parti faire le Là-bas, conseil. c'est Est-ce que son, oui, Là-bas, c'est le la tutelle. La pre- hiérarchie du DG, c'est le conseil d'administration. oui, c'est le conseil C'est pas la d'administration. Mais ça tutelle. le premier, il devait donner à son hiérarchie, il valide. Ils ont fait un truc de gré à gré. Et désormais, quand vous voyez, attends, vous lisez l'article 3 alinéa 4, on dit, ce contrat restera en vigueur pour une période de 10 ans à compter de la date mise en opération effective. On est Du d'accord dernier là-dessus. scanner. Et le dernier scanner, c'était en 2000. Sauf que vous avez oublié la suite, Hein? vous avez oublié la suite qui précise le délai. Non, le C'est- délai. non, c'est avant le 31 Non, le décembre. délai, oui, le délai 2000. aussi. Si tu t'arrêtes à cet Oui, article-là, tu n'as le pas délai. tout. Non, parce Voilà. qu'il avait donné 10 mois Voilà. d'opération qui était le 31 Donc, de mars- décembre 2025. 2015. 2015, Voilà. qu'ils n'ont pas respecté. Et normalement, la date d'expiration a dépassé. Mais pour moi, je suis en train de voir quelque chose qui ne se passe. Parce que, vous voyez, le DG du port, il a raison. Hein. C'est un monsieur qui travaille. Excusez-moi, j'ai dit la vérité, il travaille. Le directeur général du port travaille. C'est un homme qui travaille. Je suis en train de voir, c'est un conflit d'autorité. Attends, C'est un conflit d'autorité. Est-ce que je Alors, peux- François n'a pas est-ce encore que- réagi sur la question. On fait rapidement le tour. Attends. On fait rapidement le Non, tour. non, je n'avais pas... Non, à peine j'ai commencé. À peine. Voilà, bien sûr. Moi, Hein? Non, vous devez me laisser la parole là-dessus. Moi, je voudrais Non, dire... non, je ne dois pas. Tout le monde doit prendre la parole. Ce n'est pas vous que Mais vous. quand c'est j'ai vous la commencé à parole. parler, vous m'avez interrompu. Allez-y donc. Après, il a pris la- Allez-y. Oui. Oui, moi, je voudrais dire... Je ne suis... Bon, voilà, j'ai un juriste à côté. On dit que la forme tient le fond. Avant même, moi, je ne voudrais pas d'abord m'aventurer sur le fond. Je reste d'abord sur la forme. Oui. Voilà. Le port autonome de Douala n'a pas signé de contrat avec la RGS. On est d'accord. Voilà. le gouvernement. Oui. La RGS a signé le contrat avec le gouvernement. Le gouvernement. Voilà. La mission du port autonome n'est pas de réguler les manquements des services qui sont des services administratifs qui sont dans la zone portuaire. Le C'est-à-dire port quoi? autonome a... C'est-à-dire quoi? Là, vous ignorez totalement Non, le décret non, de 2019 le port qui autonome- réorganise le fonctionnement du Non, port. là, le fonctionnement... Et qui donne au port autonome Voilà. et qui donne le pouvoir au port autonome d'évaluer l'activité des services publics qui sont au port, l'activité notamment de la douane, parce que la RGS est en contrat avec l'État et est partenaire technique du ministère des Finances, de la Direction générale des douanes. Il ne revient pas au port autonome d'évaluer, C'est incroyable ça. mais il ne lui revient pas C'est incroyable. d'évaluer. Et on Comment il va faire pour avoir parce des qu'on recettes allait, qu'on lui on demande allait. de faire? Quelle recette? Comment ils vont faire? Quelle recette? Vous cherchez quoi, le décret? Non, non, Si c'est le décret réorganisant le je port, ne cherche pas ça le. devient intéressant. Je ne cherche. Oui, je vais vous donner les missions rapidement. Les missions Les missions du port autonome. Allons-y. Voilà. Un, ils sont chargés de la gestion portière, coordination des activités portuaires, gestion des infrastructures et équipements portières. 2, sécurité. Tout est Sécurité et police des opérations d'exploitation portière. Tout est dit. 3, développement. Tout est dit. Planification, développement portuaire, création de maillons de zones industrielles portuaires. Tout à fait. 4, services, assistance, accueil des navires, gestion des données portuaires. Et 5e, environnement, C'est tout. protection de C'est tout, c'est l'environnement portuaire. À quel moment ils ont
ils ont pour compétence d'évaluer les services. C'est quoi la gestion? C'est quoi la gestion pour vous? C'est quoi le La développement? gestion, c'est pour évaluer. Moi, je comprends pas. Non, ils ne sont pas là pour évaluer la gérez sans gestion de évaluer. l'activité. Vous gérez sans évaluer, sans savoir si cette opération elle est rentable Elle est ou bonne pas. ou pas? Ou elle est Est-ce bonne que- ou pas. non, non, Comment est-ce que vous faites pour gérer est-ce sans que évaluer? Est-ce que vous comprenez même bien ce que vous C'est ce qu'on veut demandez? comprendre. C'est vous qui avez lu. Est-ce que vous comprenez comprenez bien? On vous donne les domaines pour lesquels le port autonome est compétent. Oui. Le port autonome gère un espace Il gère logistique. Il gère le terrain, pas le contenant, pas le contenu. Il gère un espace logistique. Voilà. Maintenant, quand des gens viennent s'installer, si vous avez cet espace que vous Ça veut dire qu'il vendez, n'aurait ou bien jamais eu intervenir dans le cas- que vous louez ou bien que vous vendez, et que la gendarmerie vient prendre une partie, la police vient prendre une partie, et est-ce qu'il vous revient de dire que la gendarmerie ne fait pas bien son travail? Parce que C'est vous qui faites la surveillance du port ou pas? il vous revient. L'une des missions de Donc, sécurité, c'est quoi que vous avez lu là? La sécurité, c'est quoi? sécurisation. La sécurisation. La sécurité dans l'enceinte portuaire. Oui, Voilà. ça suppose quoi? Parce que les gens, Ça suppose quoi? ça suppose que les services qui sont installés sont garantis. Au pont. Sont D'accord, garantis. c'est bien compliqué. Ça veut dire que les services qui sont installés sont garantis de la Est-ce qu'on a sécurité. le décret Vous sous le les donnez. yeux? Est-ce qu'on a un élément pour avancer? Oui, je crois. Merci Jean-Jacques pour la parole donnée. Je vais prendre cette problématique par un bout. Le premier, c'est sur les questions de management. À la réalité, si vous vous ancrez, si vous prenez la posture d'abord du directeur général du port autonome de Douala, lorsque M. Mboutou lit l'émission, la première mission, c'est la coordination. Et vous voyez tout de suite qu'un problème aussi, le problème qui se pose en ce moment, c'est un problème de coordination de l'action au niveau portuaire. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas, monsieur le directeur général du port autonome de Douala, vous indique qu'il a demandé l'avis en mars 2025. oui. Et en juin 2025 toujours, il y a un conseil d'administration. Tout à fait. Qui l'a donné. Et les missions d'un conseil d'administration du port autonome, c'est quoi? À l'intérieur, vous avez les deux tutelles qui sont représentées, la tutelle technique et la tutelle financière. Avec il y a le ministère des Transports et le Transports, ministère des Finances des représentés au Finances, conseil, y d'administration. compris les représentants de la présidence et de la primature. Et de la primature. Oui. Cela suppose donc qu'avant qu'on lui donne quitus pour la nouvelle année, entre autres actions qui va donc mener dans la nouvelle année, c'est la signature ou bien la mise en relation ou bien l'articulation avec un nouvel opérateur qui viendra donc travailler sur les questions les missions, donc sur les questions de sécurité portuaire, dans le cadre donc de quoi? Du scanning, qui a d'autres éléments, d'autres tentacules. Vous savez, sont dans la pas seulement certification, économiques, oui. l'inspection et puis la certification. Donc en cela, le DG du port est totalement dans ce... Et il est méthodique. Je vais m'aller plus loin. Quand vous avez signé un contrat en mars 2000, un contrat a été signé sans vous, en mars 2015. Il est nommé en 2016. Il attend que le contrat court jusqu'à la fin. Il faut bien voir il n'y a pas résiliation. Il n'y a pas résiliation. Il ne se mélange pas. Le monsieur est méthodique, il avance et il se rend donc compte que il ne peut provoquer une résiliation d'un contrat dont ce n'est pas signataire. Et c'est pour ça que lorsque l'opérateur va le saisir en 2018, il va dire non, continuez. Et si c'est vraiment en 2021, si c'est vraiment que vous voulez, non, allez voir le signataire, donc le MINFI. Oui. C'est normal, lui il est cohérent. Il attend la fin de l'exercice. Mais ne lui dites pas, après avoir remobilisé Transatlantique, après que Transatlantique soit en train de travailler pendant un mois, vous lui dites à la fin du premier mois que non, il faut stopper encore et ramener SGS. Il faut comprendre une chose. Quand vous voyez la lettre du chef d'état-major, il parle de
de sabotage. Effectivement. Et c'est des questions de sécurité nationale. Oui. Et c'est des questions de régalienne à l'État. De souveraineté. Oui. Donc, et en cela, il y a un problème. Et les questions d'économie à une certaine taille, à une certaine dimension, sont du ressort du président de la République. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Donc, le directeur du le Premier ministre ne présidera jamais une réunion de sécurité nationale. C'est le ressort du président de la République. Donc, en cela, le directeur du port autonome de Douala est dans son rôle. Maintenant, vous prenez donc un élément factuel qui indique que le quatrième scanner doit être installé avant le 31 décembre 2015. Seulement, on parle de l'annexe 3 parlant. Donc, quand vous prenez cet élément, vous comprenez tout de suite que la SGS a régulièrement exercé ses missions et ses fonctions jusqu'à expiration de son contrat et a été simplement remplacé. Maintenant, il y a une alchimie, puisque nous sommes alchimistes au Cameroun, il y a une alchimie qu'on est en train de créer aujourd'hui pour donc indiquer qu'il faille revenir, comme le retard dû à l'installation du quatrième scanner en 2022, il va donc revenir pour donc donner encore quitus. C'est-à-dire qu'on récompense celui qui n'a pas à temps rempli son cahier de charges. Les clauses d'un contrat. On récompense celui qui n'a pas rempli son cahier de charges. À ce niveau, vous avez aussi beaucoup. Mais là, il vous allez réagir. Laissez-le finir. Une personne à la fois. C'est le terminer. Jean-Jacques qui n'a pas réagi quand vous parliez. Non, mais oui, parce que vous m'avez même pas. C'est le temps de parole. Lorsqu'il parle, vous lui laissez toute la plénitude de sa parole et vous appréciez, mais quand on parle, vous nous bloquez avec des questions. C'est comme si vous avez déjà un parti. C'est comme si vous avez déjà un parti pris sur la question. Parce que vous laissez. Non, monsieur, vous nous avez pas 3 minutes. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les clivages. Non, c'est parce que vous dites des Mais sauf que nous voulons ramener d'abord les faits. Nous rapportons d'abord les faits. Et maintenant, sur cette base dont on peut dire, permettez-moi de dire... La confusion, non rapidement. Non, allez-y. La confusion sur ce que vous dites, c'est que la SGS n'est pas dans l'enceinte portuaire pour le compte du port autonome de Douala. La SGS est là pour remplir un service public, partenaire technique du ministère des Finances. Donc, la SGS ne rend pas compte au port autonome de Douala. Et le port autonome ne peut pas venir remplacer un service qui dépend du ministère des Finances. Ne peut pas venir remplacer un service. Est-ce que la SGS travaillait pour le scanning, c'est une activité portuaire ou pas? Le scanning, c'est clair. Non, ce n'est pas une. Non. Ça se fait dans quel état le corps qui fonctionne? Le scanning, l'État du Cameroun a mis le scanning. Quel État? L'État du Cameroun. La SGS ou l'État du Cameroun? L'État du Cameroun. Mais la SGS représente l'État du Cameroun. Le scanning des conteneurs que la SGS fait, c'est pour des besoins commerciaux. C'est-à-dire que vous faites venir la marchandise. Et sécuritaire. La SGS scanne pour que la douane connaisse le contenu de ce qu'il y a dans ces scanners. 1, ça va permettre de faire l'évaluation. 2, lorsque le scanning n'est pas assez précis, la douane fait ce qu'on appelle l'inspection. C'est-à-dire, on descend maintenant le conteneur, on l'ouvre et on l'inspecte. Ça n'a rien à voir avec le travail. Ça n'a rien à voir avec le travail du pas. Ne faites pas comme si ce scanning des marchandises était pour se rassurer, que le pas se rassure de la sécurité des choses qui sont dans le conteneur et qui peuvent créer de l'insécurité sur la façon globale. Donc c'est d'abord ça qu'il faut resituer. D'accord. Monsieur Mboutou, moi je crois que vous avez vous-même assez de juste pour comprendre ce que vous-même êtes en train d'indiquer. Moi j'ai un souci sérieux parce que lorsque vous prenez le décret portant réorganisation du port autonome de Douala, vous regardez les missions, vous ne pouvez même pas spéculer là-dessus. Vous ne pouvez même pas tergiverser. Et maintenant, ce qui moi m'intéresse même, c'est moi je suis Camerounais. Moi ce que je veux savoir, c'est que dans tout ce qu'on est en train de nous présenter, quelle est notre part dedans? On nous indique qu'il y a eu 348 000 conteneurs l'an dernier et le Cameroun gagne 10 000 francs par conteneur. C'est les informations là que nous on veut vérifier. Ouais. Est-ce que c'est exact? Et si c'est donc exact, où vont les 75 000 francs par conteneur? C'est très grave. C'est très grave, c'est ça qui nous intéresse. Et ça c'est pourquoi? Parce que nous sommes là
dans l'analyse des politiques publiques. Et maintenant, les politiques publiques ne sont pas uniquement au niveau supra, elles doivent avoir un impact au niveau local. Est-ce que le poste que vous allez créer à tel endroit, est-ce que les populations de Gari-Gombo ou ce que le ministre lance, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe au port de Douala? D'accord. Est-ce qu'elles comprennent ce qui se passe au port de Douala? Est-ce qu'elles voient tout de suite que c'est la contribution aux ressources financières nationales avant la répartition? D'accord. Donc, on était sur la question de la prime. Que... La prime, les 7 ans de plus, est-ce que ce n'est pas une prime au retard qu'on accorde finalement à SGS? Majesté. Non, je crois que la question, je ne sais pas dans quelles conditions le contrat a été établi, mais c'est certainement ce qu'on appelle le contrat léonin. C'est-à-dire qu'avec des clauses qui favorisent une partie. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ce contrat ici, étant donné que la partie lésée, c'est la partie camerounaise? Ça, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Qui sont en charge? La SGS, il y a des questions qu'il ne faut peut-être pas se poser. Je crois quand même que le fait d'avoir un contrat léonin fait que il y a une partie qui est lésée, c'est la partie camerounaise, et ça, c'est ça qui n'est pas bien. Il n'est pas bien, ce n'est même pas bien dans l'opinion publique de comprendre qu'un contrat qui est prévu pour 10 ans, qui devait commencer en 2015 et finir en 2025, va finir en 2032. Va finir en 2032, et vous voulez que les Camerounais avalent ça comme ça sans se poser des questions. Sinon, je crois qu'il faut quand même être honnête. Et puis, la dernière question qu'on pose sur l'espérance, qu'est-ce que le Cameroun gagne dans ce que les deux opérateurs proposent? Parce qu'en réalité, c'est aussi ça. Ça, c'est une question extrêmement importante. Qu'est-ce que le Cameroun gagne dans ce que les deux opérateurs proposent? Et la finale, c'est que est-ce que la sécurité du Cameroun est garantie? Parce que aucun pays au monde ne peut laisser que sa sécurité soit matière, n'est-ce pas, à réflexion ou matière à débat sur la place publique lorsque des garanties ne sont pas prises. Je crois que il appartient aux responsables de notre pays. Nous voulons nous sentir en sécurité. Notre sécurité est entre leurs mains. Ils doivent nous garantir la sécurité. Bonsoir Jean-Jacques et mon grand, à ton panel. Le problème au port de Douala, c'est un problème fonctionnel. La SIS cumule beaucoup de responsabilités dans les procédures de dédouanement. Il s'occupe des déclarations d'importation, veille au respect des tarifs douaniers des marchandises importées. Maintenant, la surveillance des cargaisons et la mafia qui se passe est que la SGS et la douane font passer plusieurs cargaisons au circuit vert, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas cette cargaison. Et c'est dans ce trafic que le port autonome de Douala perd beaucoup d'argent, dont le directeur du port doit s'opposer à ça. Beaucoup de factures qui doivent être reversées au port autonome de Douala prennent d'autres routes à cause des magouilles, dit-il, de la SGS. Bonsoir. Jean-Jacques, vos interventions ainsi que celles de certains panélistes traduisent des positions manifestement partisanes. Or, les débats télévisés ont vocation à informer et à éduquer. Ils ne sauraient être détournés en instrument de propagande. Vous voyez que je dis tout ce que vous écrivez parce qu'on n'a rien à cacher. Voilà. On n'a pas... Par ailleurs, une entité publique n'a pas qualité pour annuler de manière unilatérale un contrat régulièrement signé. Et justement, est-ce qu'il s'agit d'annulation ou de résiliation dans le cas d'espèces? À cet égard, le Premier ministre, chef du gouvernement, n'a fait que veiller au strict respect de la légalité. Raphaël, depuis Douala. Merci Raphaël. Bonsoir. Ton panel, si M. Mboutou veut nous expliquer le mauvais comportement du RDPC, le directeur du PAD est dans son rôle. Il s'agit de la sécurité nationale, Jacques-Michel Munga, qui envoie son message. Jean-Jacques, bonsoir. La mission de scanning des marchandises est faite sous l'autorité de la douane. C'est la douane qui est chargée de la sécurité au port. Les autres forces de sécurité viennent en appui à la douane. Merci pour votre intervention. Non, la douane n'est pas chargée de la sécurité des marchandises, pas au port. Pas au port. Il ne faut pas aller plus loin que cela. Bonsoir J et à ton panel. Il faut dire que à l'homme du RDPC, président sous-section, d'arrêter de pondre. Voilà. Le DG du port a beaucoup plus la gestion technique, administrative, financière en demande, entre parenthèses, et sécuritaire. Il a pour patron le conseil d'administration, l'autorité portuaire. Point.
Le contrat de la SGS est terminé en 2025 avec plein de défaillances. Elle a encaissé 16 milliards et 2 milliards pour l'État en 2025. C'est une grosse mafia qui sert également à faire expatrier les fonds détournés par nos acteurs, d'où cette agitation. Le DG a raison, Maître Mbok, depuis Mbankomo. Merci Maître pour votre contribution. Emmanuel Debertois dit quoi? Le grand panel pour les gens sérieux qui veulent la paix. Je pense qu'avant d'engager un autre opérateur, le DG du PAD devrait mettre le gouvernement au courant. Minfi, Emmanuel depuis Bertois, est-ce que le Minfi n'était pas à la réunion de la présidence par exemple? Est-ce que Mais la réunion de la présidence, c'était le Minfi quand n'est pas représenté au conseil d'administration? Le PAD avait engagé l'autre dès le au 3 conseil d'administration. janvier. La réunion de la présidence, c'était quand? Le problème a été posé et réglé depuis juin Vraiment. au conseil d'administration. Alors, merci pour votre contribution. Je n'ai pas lu exactement de quoi il s'agit. Les emojis, ça ne me parle pas beaucoup. Dans cet imbroglio, le constat qu'il faut faire malheureusement, c'est que le contrat entre le gouvernement et la SGS est nul et de nul effet parce que signé par une partie qui n'a pas qualité. En tant qu'entité autonome, une personnalité juridique, seul le directeur du port autonome de Douala avait qualité pour engager sa structure. Sa tutelle qui, le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, ne peut que lui faire des propositions ou émettre des avis. Il faut d'abord annuler le contrat et reprendre tout à zéro conformément à la loi. Vous n'avez pas signé le message pour qu'on comprenne bien s'il s'agit de lecture de juriste ou autre chose. Alors, bon, Gigi, le DG du port, n'a jamais résilié le contrat. Il a juste constaté la fin du contrat qui était en cours et ne souhaite plus continuer avec cette entreprise. Ce qui se passe là est un conflit d'intérêts des personnes puissantes du pays. Dites-moi, Gigi, depuis quand un ordre venu de la présidence n'est pas exécuté? Depuis le Premier ministre gère les questions de souveraineté nationale au point de contredire la présidence de la République. On va tout voir dans ce pays. Marco, depuis Bastos, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui va... Ah d'accord, je comprends, vous vous demandez si votre frère, est-ce qu'il est votre frère de votre village? Ouais, de Mebomezo. Vous avez de Mebomezo? Je ne connais pas. Non, il n'y a personne qui a de Mebomezo ici. Vraiment, il dit qu'il a identifié. Il a peur de se tromper. Ce soit son frère de Mebomezo. Dites, moi, qui est le DG de la nouvelle entreprise qui remplace la SIS? Est-elle représentée dans un autre pays? Cyril, du côté de Douala? Non, elle est représentée à Kribi. Vous voulez d'abord que ce soit représenté dans notre pays? Je pose la question aux membres du RDPC. Où est parti le port sec depuis qu'on devrait construire au Bala? Là, depuis, il y avait même pas ce qui devait être construit à Tok. Voilà, on n'en parle plus. C'est vous qui avez le pouvoir, non? À Tok. Et Magaro Boulaye. Bonsoir, le plateau. SGS n'a pas de caisse. Par contre, Atlantique a une caisse. Ça veut dire un poche, je ne sais pas trop, de départ de tournement en cours. Moussa Oumar Douala, il dit qu'il est déclarant de ce côté-là. L'État a 10 000 francs par conteneur reparti jusqu'au cabinet du ministre. C'est grave. Ateba Donkwa Banki nous envoie justement la gestion des royalties de ce côté-là. Alors, si le contrat n'arrive pas à expiration au 31 en 2025, si au lendemain de cela, l'opérateur SGS continue d'opérer et il y a un incident au port, comment on gère cela? Oui, Jean-Jacques Zay, merci de me donner encore la parole. Nous sommes là pour informer les Camerounais et il faut que les Camerounais aient la bonne information parce qu'ils entendent seulement qu'il y a conflit sur le scanning. Il faut qu'on indique d'abord pourquoi le scanning, quel est l'enjeu du scanning. Là, me permet de leur dire que... Je crois qu'on a déjà suffisamment parlé du scanning tout au long de la semaine. On est dans une question précise. Il faut qu'on avance. C'est mon temps de parole. Non, le temps de parole ne veut pas dire vous choisissez votre orientation. Vous me donnez combien de temps pour mon temps de parole? Répondez à la question. Si ce n'est pas la question, ce n'est pas le temps de parole que je vous donne. La question est de savoir s'il y a un incident. Vous dites que le contrat n'est pas arrivé à expiration. D'accord? S'il y a un incident et que le directeur du port vienne brandir ce qui est écrit dans le débat, vous voulez d'abord m'obliger et aller obligatoirement dans le sens des questions. Dans votre sens. Dans le sens des questions.
Vous voulez d'abord m'obliger. Donc, quand vous posez Monsieur des questions, Moutou, on doit exactement répondre comme cela pas vous plaît. comme, mais répondre à la question. Permettez-moi de répondre. D'accord, Permettez-moi de répondre, Jean-Jacques Zé. Moi, je suis là nous sommes là pour informer les Camerounais. Mais les questions informer les Camerounais. Oui, parce que ce que je vais dire là va permettre de mieux comprendre les choses et de bien situer, de recadrer, de resituer le débat. Je suis en train de dire que le véritable enjeu du scanner ici est la mise en place ou le maintien aux entrées principales de nos clubs. Non, je ne suis pas sur IA. Je ne suis pas sur IA. Soyons un peu sérieux. Allons-y. On est très sérieux, allons-y. Soyons un peu sérieux. C'est quoi? C'est quel texte? Soyons un peu sérieux. C'est quel texte? Je ne suis pas, c'est pas IA. Vous avez vu IA ici? Je ne suis pas sur IA. C'est un message, d'accord. Voilà. Non, je pensais que c'était un texte. Parce que si vous voulez informer, il faut citer Je suis en train de vous dire que le véritable enjeu du scanning, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent pourquoi même d'abord le scanning. Voilà. Parce que si on ne comprend pas ça, ça va aller dans tous les sens. Avançons alors. Vous avez la parole. Et la mise en place ou le maintien aux entrées principales de notre pays d'un filtre des flux commerciaux opposés au trafic illicite international. Première chose. La norme mondiale dans la matière consiste à confier cette mission régalienne de protection des États à la douane statuellement chargée de contrôler les flux commerciaux internationaux. Lorsque vous voyagez, dès que vous arrivez à l'aéroport dans un port, les premières personnes que vous rencontrez, ce sont les douaniers. C'est comme ça dans tout le monde entier. Le Cameroun n'en fait pas une exception. Voilà. La scanographie des conteneurs maritimes n'est pas une activité commerciale ordinaire que les ports autonomes peuvent gérer en régie ou en concession. C'est une activité de renseignement interne à la douane qui, via le gouvernement de la République, a donné mandat à la AES de l'appuyer dans la partie technique de la gestion des scanners installés au port de Douala. Oui. L'audit du rendu de cette collaboration douane-EGS d'ORES est déjà confié par l'Organisation mondiale des douanes, devrait suivre tel que l'a indiqué. Bon, sautons là. L'exercice de l'activité de scanning des cargaisons entre en conflit avec le principe de spécialité des personnes publiques qui régit les administrations portuaires publiques. C'est une activité douanière. L'organisation portuaire n'est nullement la tutelle des services publics installés dans la place portuaire. C'est pour dire que le scanning des marchandises voudrait que la douane se rassure que les produits illicites ne rentrent pas dans le territoire camerounais. Parce que les gens ont tendance à croire, quand on parle de sécurité, c'est que les gens se disent que la SGS peut laisser peut-être passer les armes et ça met le pays en insécurité. Il y a un ensemble de produits illicites qui ne sont pas de la compétence du PAD. Le PAD ne connaît pas quels sont les produits qui doivent entrer, quels sont les produits qui ne doivent pas entrer. Il n'y a que la douane. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Il y a par exemple, bon, si on dit, par exemple, vous savez que vous entrez avec un sac de contrefaçon dans un aéroport, la douane va saisir ce sac-là et va le détruire. Tous les produits illicites, tout le produit de contrefaçon, toute la contrebande. C'est pour cela que les services de la douane, à travers le ministère des Finances, ont donc installé les scanners pour se rassurer de la qualité des marchandises qui entrent au Cameroun. Et ça, c'est un service qui n'a rien à voir avec le port autonome de Douala. C'est pour ça que je vous ai dit que le port autonome de Douala... D'accord maintenant. Maintenant la question. Oui. Revenons à la question. Si le contrat est arrivé à expiration et qu'il y a un incident au port, qui en répond? Bon, d'abord, tout à l'heure, je vous ai dit que avant même d'entrer sur le fond, parce que là, vous posez une question de fond. On est toujours sur la forme. Moi, je vous ai d'abord dit que nous sommes... On est toujours sur la forme. Non, là, c'est une question de forme. 25, c'est la forme. La question de forme, la question de forme, c'est que même si le contrat arrive en expiration, est-ce qu'il revient au port autonome de Douala de recruter un nouvel opérateur? C'est ça la question. C'est d'abord ça la question. Bon, alors dans l'hypothèse que le contrat est arrivé à expiration, est-ce que quand le contrat de la EGS arrive à expiration, il revient donc au port autonome de Douala de dire, comme le contrat de la EGS est arrivé à expiration, moi je veux remplacer la EGS par X, alors que la EGS ne travaille pas pour le compte du PAD. La EGS contrôle pour le compte de l'État du Cameroun à travers la direction générale des douanes. D'où sort-il que le PAD décide donc
de venir remplacer un partenaire qui n'est pas son partenaire, qui ne travaille pas pour le port autonome, mais qui travaille pour l'État du Cameroun, et vient décider que ce partenaire qui travaille l'État du Cameroun, moi je vais désormais imposer à la douane tel partenaire. Parce que le travail de scanning, Voilà. parce que le travail de scanning, On peut passer au... le travail de scanning, On n'a plus que 2 minutes. le travail de scanning, S'il te plaît. Vous avez parlé du scanning. le travail de scanning que Anati doit S'il te mener, plaît, s'il te plaît. c'est pour le compte de la douane. Permettons aux autres d'avancer rapidement. Oui. Oui, tout à l'heure, dès l'entendre, je vous ai dit que les capacités managériales, n'est-ce pas, de la SGS sont largement dépassées au vu du flux très important des transactions, n'est-ce pas, qu'il y a sur le port de Douala. Oui. Et le responsable du port de Douala, on l'a dit, hein, il a la capacité, il a la coordination de tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans son espace, parce que tout ce qui se passe dans son espace, c'est lui qui est, n'est-ce pas, le seul responsable. C'est le responsable. Et il faut bien préciser Voilà, que il faut bien le DG du PAD n'a pas chassé la douane. Voilà, La douane n'a peut pas- exercer, on même ne peut pas chasser manuellement, la douane, même techniquement. Exactement. Voilà. Mais il y a un chef, et c'est le directeur général qui est le chef du port du Douala. Tout ce qui se passe dans là où il est, il doit effectivement réguler, il doit coordonner ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que il y a des problèmes de sécurité, je l'ai déjà évoqué. Et la quatrième chose, comment pouvons-nous imaginer un seul instant, nous les Camerounais, qu'un opérateur vient dans notre pays, s'installe sur 18 milliards, prend 16 milliards et donne 2 milliards à l'État du Cameroun et on supporte des choses comme ça. Je préfère ne pas parler. François. Ça, c'est le Congo. Je préfère ne pas parler. François. Oui, Ça, Je c'est le préfère parler. Congo du quartier, ça. je voudrais indiquer que c'est pas parce que nous disons beaucoup de choses pendant longtemps qu'on va édifier. Ce que je voudrais indiquer, c'est que le directeur du port autonome de Douala trouve un revenu, trouve des chiffres de 450 millions. À ce jour, on vous dit qu'il est en train de faire un chiffre de 16 milliards. Vous êtes au sujet. Vous voyez tout de suite qu'il y a quand même une progression dans l'atteinte des résultats. Quand on manage une entreprise qui est censée faire du profit et du chiffre, ce qui est intéressant dans l'objectivité et dans les indicateurs qu'on vous confie, ou bien dans l'émission qu'on vous assigne, c'est les chiffres. Tout à fait. Et quand on a pris les chiffres, moi je voudrais sortir de ce cadre pour indiquer qu'il y a un élément que M. Mbouko évoquait tout à l'heure, c'était l'espace portuaire qui pose problème. Non, c'est exactement comme les lampadaires Jean-Jacques. C'est-à-dire que vous donnez les lampadaires, vous ne savez pas où vous allez les placer. Et quand vous allez arriver à Mengang, à Kouroulia, vous commencez à dire, monsieur le maire, on peut placer un lampadaire au lycée technique là, Voilà. est-ce qu'on peut aussi envoyer un lampadaire ça, au c'est marché? ça, c'est Ça, c'est c'est à proprement parler le type de D'accord. management où on n'a pas, on ne consulte pas, on n'est pas organisé, on n'est pas structuré. Je vous assure que si vous prenez un autre cas, le conflit qui est là, c'est un conflit. Il y a beaucoup de clivages parce que c'est un conflit. S'il vous plaît, Joseph, tu as parlé au moins Il 10 ne nous dit minutes. pas pourquoi. Il ne nous dit pas pourquoi. Laisse le finir. Il ne nous dit pas pourquoi la SGS. Il ne nous dit pas pourquoi le port doit chasser la SGS. Il ne nous dit pas ça. Le port n'a pas chassé SGS. Ouais. C'est ça au moins, il faut le Le savoir. directeur n'a pas. Et il faut cesser de penser que quand on parle du port, on parle de M. Sirius Ngor. Non, il y a même une entité, il y a toute une unité dans un service juridique là-bas. N'allez pas penser que c'est parce que nous on voit ça sur les Alors, plateaux de télévision. on a terminé. Les gars n'ont Beaucoup pas- de n'ont pas cargaisons traité ça. entrent en contrebande au Cameroun parce que ça ne fait pas l'objet de déclaration d'importation et passe en circuit vert et bénéficie toujours du régime douanier de sous-palan, c'est-à-dire qu'on fait la procédure de dédouanement avant l'arrivée de la cargaison et passe directement à un enlèvement direct. Donc il y a beaucoup de mafia derrière Cédric, merci. Il dit qu'il est transitaire et il intervient dans tous ces ports. Gigi, le scanning des conteneurs était vraiment et s'il était vraiment efficace au port, pourquoi est-ce que les douaniers sont derrière les conteneurs lors de leur déchargement, sachant que ce dernier a été déjà scanné au port? Parce qu'on le voit dans nos villes ici. Quand on chasse un conteneur derrière, le port autonome de Douala a juste un problème de management. Le DG du port doit réguler. Alors, il est dans son rôle. Maître Meka Fidéliste Armand, merci d'ajouter cela. Monsieur Jean-Jacques Zé, voilà, merci également d'envoyer votre message. Quand vous insultez les gens, on ne lit pas. Alors, Maman Élise, on doit respecter l'ordre établi, c'est-à-dire le Premier ministre, et nous voulons la paix et l'ordre dans ce pays. Bon, le Premier ministre a dit au port que
d'accord, SGS reste, mais essayer de voir si on peut avoir un autre opérateur qui peut s'occuper des secteurs qui ne sont pas pris en compte par SGS. Donc il y a une porte quand même qui est restée ouverte. Il a coupé la poire un peu en deux, c'est ça qu'il dit le communiqué venant de la primature. SGS reste, mais monsieur le directeur général, essayez de voir et faire des propositions si c'est possible d'avoir un autre opérateur pour s'occuper des autres domaines. Donc c'est ce qu'on va retenir ce soir. Merci d'être venu, monsieur. Merci à vous d'avoir regardé à la maison. Très bonne soirée à tous.